Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 26 janvier 2019, j'étais l'invité de LCI pour parler de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes. Alors dans cette émission, on a parlé de plusieurs sujets et j'ai rappelé la proposition de la France Insoumise d'interdire les armes les plus dangereuses utilisées par les policiers, notamment les flashballs et les grenades Gli F4, parce que ce jour-là, malheureusement, une fois de plus, il y a eu une personne mutilée qui est Monsieur Rodriguez qui vraisemblablement va perdre son œil et donc il me semblait qu'il était utile de rappeler ça. Mais on a parlé d'autres choses, on a parlé aussi du référendum d'initiative citoyenne, on a parlé du grand débat que j'ai qualifié de supercherie puisque Emmanuel Macron dit en gros qu'il ne va pas écouter les revendications des Gilets jaunes. Et puis on a aussi pu parler de l'impôt, de la progressivité de l'impôt sur le revenu, de la progressivité de l'impôt sur les sociétés. Et c'était une émission globalement où on a pu égrener un grand nombre de propositions. Voilà, je vous laisse la regarder et puis je vous retrouve à la fin. Place maintenant donc au décryptage. Les Gilets jaunes étaient mobilisés pour le 11e samedi consécutif. Ils ne voient aucun intérêt au grand débat national, donc ils restent dans la rue. Avec en point d'orgue de cette journée la première nuit jaune qui visiblement tourne court. Ça se passe place de la République à Paris. On va y revenir. Ce qu'il faut retenir, donc on l'a vu dans le journal, c'est que cette nuit jaune, pour le moment, visiblement, n'a pas donné lieu aux échanges espérés, que la mobilisation est en baisse et qu'une des figures des Gilets jaunes a été blessée. On en parle avec nos invités. Jean-Michel Apathy est avec nous. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Isabelle Florennes également, députée MoDem des Hauts-de-Seine. Laurent Saillet, bonjour, porte-parole des Républicains, ainsi que Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Et Alexandra Guillet de notre service police-justice est avec nous. Bonjour Alexandra. Pour faire un point notamment sur les chiffres, car ils sont importants, que ce soit pour les interpellations, que ce soit aussi pour la mobilisation. On va revenir dans un instant. D'abord, direction donc place de la République, Florian Lizer, où vous vous trouvez pour LCI. On le disait tout à l'heure, une place visiblement en cours d'évacuation. Effectivement, en cours d'évacuation, voilà, vous voyez en gros tout ce qui reste, de plus de 1000 manifestants qui étaient là tout à l'heure, un petit groupe. Et regardez, si on se retourne, hop, si on regarde derrière, vous voyez qu'on est obligé de reculer parce qu'en fait, les policiers qui sont juste là sont en train d'avancer et littéralement de passer un coup de balai. C'est vraiment ça l'image qu'il faut avoir en tête. Ils sont partis, c'est la troisième fois qu'ils font ça, ils partent d'un bout de la place comme ça et repoussent les manifestants. Et à chaque passage, eh bien, il y en a de moins en moins qui restent. Vous voyez, là, on voyait à l'instant justement ce qu'on appelle les street medics, vous savez, c'est infirmiers bénévoles qui soignent les blessés. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'ils avaient compté dans cette journée entre Bastille et République 6 blessés graves, on va dire, dont un notamment qui a perdu un œil. C'était donc monsieur Rodriguez à Bastille qui aurait été touché peut-être par une grenade de désencerclement. On n'a pas encore de confirmation exacte. Et vous voyez donc cette place qui est en train de se vider progressivement avec cette ligne de gendarmes là qui avance à nouveau en direction du nord. Vous pouvez nous dire un peu plus précisément comment s'est passée cette nuit jaune? Au début, elle a été organisée normalement pour pouvoir échanger, pour que les revendications, les doléances puissent être évoquées par chacun des Gilets jaunes. Ça n'a jamais été le cas? Si, ça a été le cas au début. Il y avait plusieurs stands justement pour recueillir à l'écrit. Il y avait des cahiers par exemple qui étaient posés. Il y avait des stands aussi de restauration. C'était très calme, assez festif même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, un groupe de policiers ont voulu traverser la place, en fait partir de cette rue-là pour aller plus loin. Et forcément, alors qu'ils se tenaient ces policiers à l'écart, jusque-là, eh bien le passage comme ça au milieu de la manifestation, ils ont essuyé des tirs de projectiles, donc ça a un pile faux poudre. Ils ont répondu ensuite avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, et c'est comme ça donc que ça s'est un peu tendu ici, qu'il y a eu plusieurs échanges d'affrontements, et que c'est là, à partir de ce moment-là, que les policiers ont décidé de mettre fin à cette manifestation. Des manifestants qui nous disaient qu'on était rejoints en plus par 150 personnes à peu près venues de la place de la Bastille où une autre manifestation venait de se terminer. Florian, évidemment, on restera au cours de la soirée avec vous pour savoir comment se passe cette évacuation. Merci aussi à Stéphanie Orgulescu pour les images. Je disais tout à l'heure une première nuit jaune qui tourne court. Est-ce que c'est la bonne expression? Oui, apparemment, ça n'aura pas là tout de suite un succès retentissant, cette nuit jaune. L'organisation de la nuit jaune montre que les organisateurs des Gilets jaunes, si on peut parler d'organisateurs, parce que tout ça est très confus, veulent trouver d'autres formes. Oui.
d'expressions que les défilés le samedi qui tournent en rond, qui ne débouchent sur rien, qui suscitent hélas, il y a encore des blessés, qui suscitent hélas des drames en cascade. Enfin, tout ça n'est pas très responsable. Jérôme Rodriguez, donc l'un des leaders, a été blessé, et Éric Drouet, qui est quand même une des figures de ce mouvement, dit on a essayé de le tuer. Enfin, qu'est-ce qu'on veut, la guerre civile? Enfin, donc d'autres formes d'organisation sont recherchés par des gilets jaunes, mais ça n'a pas d'impact et ça n'a pas de... Enfin, c'est un mouvement qui devient jusqu'au boutiste. Ça n'a plus de sens de continuer à occuper la rue comme ça, alors qu'un dialogue est engagé, qu'un calendrier est posé, que des gens qui participent au grand débat peuvent faire état de leurs revendications concernant le pouvoir d'achat, le RIC, tous les mouvements portés par les Gilets jaunes. Ces manifestations deviennent contre-productives et dans ce cadre-là, les Nuits jaunes ne peuvent pas prospérer. Ou si elles prospèrent, vraiment, c'est avec quel mot d'ordre. Enfin, on a l'impression quelquefois que ce qu'on cherche dans la rue, c'est faire la révolution, mais on n'est pas en Russie en 1917. Enfin, les problèmes ne peuvent pas être posés comme ça dans une démocratie. Réaction politique, je vais me tourner d'abord vers vous, Antoine Léaumont. On reviendra sur la blessure de Jérôme Rodriguez dans un second temps. D'abord, cette nuit jaune. Effectivement, il fallait faire évoluer le mouvement qui commençait à tourner en rond. C'est votre interprétation ou pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, je vais juste me permettre de reprendre les propos de Monsieur Apathy qui dit que ça n'a plus de sens de porter cette mobilisation parce qu'il y a désormais un grand débat. Mais de fait, les gens ont l'impression qu'ils ont, c'est que ce grand débat, c'est une supercherie et que dans ce grand débat, on n'a pas la possibilité d'évoquer un certain nombre de sujets, et en particulier quand on nous demande de choisir entre la baisse des retraites, la baisse des allocations, des aides sociales, et en gros de choisir entre les deux ou l'allongement du temps de travail, il manque par exemple l'augmentation des salaires dans les propositions. Donc les gens continuent à se mobiliser pour porter des revendications, et c'est légitime qu'ils continuent à le faire. Je considère pas que ça n'a pas de sens, au contraire, je considère que tant qu'ils continuent à porter ces revendications, justement on peut un petit peu en parler, alors qu'à l'intérieur du grand débat, au final, ça devient un grand étouffoir dans lequel M. Macron fait sa pré-campagne européenne et utilise l'argent de l'État pour mener une campagne européenne. Vous ne voyez pas de nouvelle stratégie? Juste sur la place de la nuit République. jaune, ce n'est pas une nouvelle stratégie? Si, c'est une nouvelle stratégie, mais il multiplie. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites. Il y a une grève qui est proposée le 5 février également. Donc les stratégies de mobilisation se multiplient. Après, vous avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que cette manifestation était autorisée et jusqu'à 22h. Donc là, il est à peu près 20h et on voit que d'ores et déjà, un mouvement policier a mis le feu aux poudres et qu'ensuite la place a été évacuée. Donc moi, je trouve que... Il n'y a pas d'arrière-pensée dans votre expression mouvement policier? Il y a eu un déplacement policier. Je reprenais les termes de votre envoyé sur place, voilà, et qui a bien expliqué la situation. A priori, ce qu'il dit, c'est que c'était tranquille, que ce rassemblement se passait dans le calme, que les gens débattaient, et que justement, il n'y a pas que le cadre qui est proposé par Emmanuel Macron pour faire un débat, et les gens ont le droit, et je trouve ça même très sain que les gens débattent des propositions qu'ils ont envie de porter. Et ce débat a tourné court parce que la place a été évacuée. Et encore une fois, ça montre qu'il y a une volonté de réprimer ce mouvement et de le bloquer. Et par ailleurs, juste pour revenir, moi j'étais sur un des cortèges de Gilets jaunes aujourd'hui, celui qui faisait des Champs-Élysées à la place de la Bastille. Tout s'est passé extrêmement calmement. Tout était extrêmement calme. Jusqu'à la jonction des deux cortèges où il y avait un petit groupe de casseurs, encore une fois, qui a mis le bazar. Mais ensuite, on met tous les Gilets jaunes dans le même sac en disant c'est des casseurs, c'est des violents, etc. Ça n'a plus de sens. Moi, je trouve que c'est extrêmement problématique parce que tous les gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui, ils m'ont dit on est là pacifiquement et les revendications qu'ils portaient, c'était des revendications démocratiques et de partage des richesses. Réaction de la majorité quand même. Je peux vous répondre, non, malheureusement. On ne met pas justement les Gilets jaunes dans le même sac. Là, effectivement, vous avez pu manifester avec des gens pacifiques et on en rencontre, et c'est bien là l'hétérogénéité de ce mouvement. On reçoit des mouvements très divers de Gilets jaunes. Là, j'ai reçu encore un mail ce soir de mouvement des Gilets jaunes citoyens qui me dit refuser la violence et vouloir progresser dans le débat. Donc on voit bien qu'il y a des revendications, il y a des expressions très différentes. Malheureusement, ce soir, moi, ce que j'ai vu en milieu d'après-midi, place de la Bastille, c'est très clairement des casseurs arrivés à un moment avec l'éparpillement des manifestants qui étaient tranquilles. Je vous dis ce que j'ai vu. Vous y étiez effectivement. Bon, okay. Mais j'ai écouté et on a vu aussi des manifestants qui n'étaient quand même pas des Gilets jaunes et qui sont venus s'introduire comme à chaque fois dans ces manifestations. C'était pas le cas samedi dernier à Paris, mais c'était le cas
en province, malheureusement, notamment à Toulouse, venir investir ces manifestations. Et ce que j'ai vu comme image tout à l'heure, place de la République, malheureusement, n'était pas des images très apaisées et très tranquilles d'une manifestation nocturne. Laurent Sayet. Vous voyez, vous m'interpellez, monsieur, parce que presque subtilement, vous insinuez que ce serait éventuellement la présence des policiers qui ait occasionné les violences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les policiers ont le droit d'aller sur la place et d'y circuler ? Je vous pose la question parce que vous semblez dire, parce que c'est important, parce que depuis le début, vous êtes très ambigu sur ce positionnement sur la violence. Absolument pas. Et là, une fois de plus, vous le faites encore, et c'est grave ce que vous faites, parce que vous ne pouvez pas laisser entendre que parce que des gens sont sur une place, que des policiers arrivent, ça occasionne de la violence. Alors, ça veut dire que vous la cautionnez. Non, absolument pas. Ce que disait le reporter sur place, c'est que ce qui a provoquer des tensions, c'est le déplacement d'un groupe policier au milieu des manifestants. Et il faut pas être. Non, ils ont reçu des projectiles. Qui allait protéger les pompiers, qui allait éteindre les feux. Ils ont reçu des projectiles ensuite. C'est ça qui s'est produit. Les policiers se déplacent. Mais attendez, je vous dis ils ont reçu des projectiles et ils ont riposté. Ils ont surtout reçu des ordres qui leur disaient d'aller là-bas. Donc au bout d'un moment, quand on sait pertinemment que ça provoque des tensions, et pour avoir participé à ces manifestations, on sait que parfois les choses peuvent être très tendues entre les forces de l'ordre et entre les Gilets jaunes. Mais c'est pas par hasard. C'est parce que les Gilets jaunes, ils en sont à 11 semaines de mobilisation pendant lesquelles il y a eu plus de 1500 blessés. Et les forces de l'ordre, monsieur. Mais les forces de l'ordre aussi sont épuisées. Mais précisément, c'est ça le problème. C'est que les policiers sont épuisés et les Gilets jaunes en ont par-dessus la tête de se prendre des coups de matraque et des grenades lacrymogènes. Donc au bout d'un moment, on est dans un climat tendu. Et il faudrait pas... Parce que il faudrait pas oublier qu'on est dans ce climat tendu, et quand on fait des déplacements policiers comme ça, ceux qui donnent les ordres de déplacement savent pertinemment que ça peut être perçu comme une provocation, surtout quand l'idée est de faire un rassemblement pacifique dans lequel on a prévu de débattre. Donc il ne faudrait pas intervenir, ne pas être visible. Alors reprenons la situation dès le début. Qu'est-ce qui exigeait une intervention ? Pourquoi ce groupe va d'un groupe à un autre ? Mais les policiers ont le droit d'aller sur la place. Ni vous ni nous ne le savons pourquoi il s'est déplacé. Mais précisément, ni vous ni moi ne le savons. Donc on est en train de débattre d'une chose. C'est vous qui indiquez que le déplacement était illégitime. Je vous dis juste simplement. C'est vous qui le dites. Ça vous interpelle. Je vous dis juste simplement que dans ce contexte-là, et d'après ce que disait le journaliste de terrain, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que disait votre journaliste sur le terrain. C'est le déplacement des policiers. Vous êtes très ambigu sur ces affaires de violence, mais vous vous rendez pas compte parce que absolument pas. Mettez-vous à la place de tous ces Français qui aujourd'hui, une fois de plus, n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu ouvrir leur boutique, se sont fait saccager leur voiture, saccager leur boutique. Mettez-vous à la place des gens qui gagnent 600 € par mois. Mettez-vous à la place des gens qui gagnent 600 € par mois. Je ne vous ai pas coupé. Est-ce que vous pensez, vous, à tous ces gens qui aujourd'hui sont au chômage technique parce qu'ils ne peuvent pas travailler? C'est les mêmes qui gagnent 600 € par mois. C'est les mêmes que vous dites défendre. Et ces gens-là, je peux vous dire qu'ils ne travaillent plus le week-end parce qu'il y a des manifestations. Donc vous ne pouvez pas toujours cautionner cette violence. On ne peut pas continuer. Ça fait 11 week-ends. Il y a des commerçants. Alors peut-être ça vous est égal. Il y a des commerçants qui vont fermer leur boutique. Vous pourriez aussi penser à ça et savoir qu'il faut quand même appeler à la raison et appeler à l'ordre plutôt que surfer sur l'ambiguïté insinuant que les policiers n'ont pas le droit d'aller sur la place. Non, je vais aller jusqu'au bout. J'y pense, et j'y pense même, je crois, davantage que vous. Parce que moi, je suis pour l'augmentation des salaires, ce pourquoi vous n'êtes pas. Et l'augmentation des salaires, ça permet quoi ? Ça permet justement de faire tourner les petites boutiques et le commerce. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que l'augmentation des salaires, ça permet de faire tourner le commerce. On va finir sur ça, puis on va faire un point sur la mobilisation. Je peux pas aligner une phrase sans me faire couper. S'il vous plaît, vous avez un magasin. D'accord, vous avez un magasin, vous êtes patron d'un magasin. Vous avez 2 salariés. Vous voulez augmenter les salaires, vous demandez l'augmentation des salaires des salariés. Comment vous faites pour augmenter ces 2 salaires de vos salariés ? Quelle est l'entreprise ? Un magasin, on a parlé d'une boutique. Un coiffeur, par exemple ? Eh bien, sachez que les gens, la première dépense qu'ils suppriment, c'est le coiffeur. Donc, si vous augmentez les salaires, parce qu'ils n'ont pas d'argent, si vous augmentez les salaires, vous faites tourner les salons de coiffure. Voilà. Je confirme que j'ai supprimé cette dépense. Voilà. Jean-Michel Apathy pour un petit trait d'humour, pour un peu apaiser la tension sur le plateau. Florian Lietzer, vous êtes toujours donc place de la République pour LCI, suivre cette première nuit jaune. On parlait d'une place en cours d'évacuation, c'est toujours le cas ? Oui, effectivement, enfin non, même pas, c'est toujours le cas. Là, vous voyez, on est tombé dans le statu quo, c'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure, les gendarmes et les policiers n'ont pas avancé et ils encerclent un peu, on va dire, dans une nasse. Si on fait le tour, vous voyez, on a un peu partout autour de nous des policiers et ils encerclent effectivement peut-être une centaine, encore 200 manifestants là vraiment
au milieu, et sinon tout autour, il y a des policiers, et de l'autre côté la circulation qui est en train de reprendre. Pour revenir sur ce que vous disiez aussi à l'instant dans le débat, je vous entendais discuter. Pour être très précis exactement ce qui s'est passé, les policiers sont partis de la rue pour ceux qui connaissent Paris, de la rue du Temple pour aller vers le boulevard Beaumarchais. Ils ont longé en fait la barre, les immeubles qu'on voit là-bas. Donc effectivement la place était occupée par les manifestants. Les policiers jusqu'à maintenant restaient à l'écart dans les rues perpendiculaires et adjacentes. Et en fait c'est quand ils ont longé le mur, ils sont pas passés au milieu de la place, quand ils ont longé le mur, a priori juste pour se déplacer, pour rejoindre d'autres policiers, eh bien ils ont essuyé des projectiles, ils ont continué à avancer, n'ont pas répondu. Et c'est quand ils ont rejoint les autres policiers, on va dire le barrage qui bloquait l'accès au boulevard Beaumarchais, eh bien qu'une foule s'est approchée d'eux et qu'il y a eu des premiers projectiles échangés. Des policiers, un commissaire d'ailleurs qui me disait qu'il y avait par exemple une trentaine de Black Blocs qui étaient présents sur la place de la République. Et ensuite, vous aviez la très grande majorité des manifestants qui étaient en train de participer à cette nuit jaune, tout à fait pacifiquement, qui ne s'en prenaient pas aux forces de l'ordre quand ça a commencé à chauffer, eh bien qui se sont trouvés pris dans les gaz lacrymogènes une fois que les policiers ont décidé d'évacuer toute la place. Merci pour ces précisions. Florian, ça peut alimenter notre débat. Merci beaucoup. Un point sur la mobilisation, Alexandra, j'en parlais il y a un instant, en baisse par rapport à la semaine dernière. Oui, effectivement. Alors, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu 69 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui, dont 4 000 à Paris. La semaine dernière, ils étaient 84 000, dont 7 000 à Paris. Voilà des chiffres qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur. Et on parlait de violence en baisse également. Au niveau des interpellations, on a des chiffres ? Oui, alors pas au niveau national encore, car comme à Paris d'ailleurs, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore des mouvements en cours, mais pour ce qui est au plan national, la plupart des rassemblements, des mouvements se sont déroulés dans le calme. Il y a eu quelques moments de tension, voire de très vives tensions dans certaines villes comme Évreux, mais aussi à Lyon, à Bordeaux ou encore à Toulouse. Concernant Paris, on l'a vu depuis 16 heures, la situation est tendue mais maîtrisée. Il y a eu 52 interpellations dans la capitale qui ont donné lieu pour l'instant à 24 gardes à vue. Merci Alexandra pour ces précisions. Juste sur la mobilisation, Jean-Michel, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion ou pas ? Un mouvement, quel qu'il soit, doit prouver sa légitimité manifestation après manifestation en augmentant le nombre des manifestants. Sinon, ce mouvement est devant un problème. Le mouvement des Gilets jaunes, ça n'était déjà pas énorme. 300 000 manifestants le 17 novembre. On savait que la force de leur mot d'ordre faisait que leur écoute dans l'opinion publique était importante, beaucoup plus que le nombre des manifestants. Ces mots d'ordre ont franchi un cap puisque ils ont été pris en compte pour l'organisation d'un grand débat. On peut dire que le grand débat, c'est de l'enfumage. On peut tout dire. C'est une initiative politique et elle existe. Elle a un terme et il y a, après le terme, une réponse politique qui sera apportée, qui sera satisfaisante ou pas. On voit bien que, par le nombre des manifestants, ce mouvement décline. Ça veut dire que des Gilets jaunes participent, des gens qui sont en sympathie avec ce mouvement, participent au grand débat. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, j'ai noté, les gens ont l'impression que ce grand débat est un enfumage. Vous ne pouvez pas parler au nom des gens. Il y a des Gilets jaunes qui pensent que cette initiative est faite pour les tromper, pour les amener dans un cul-de-sac, et il y a des gens qui pensent que cette initiative est utile pour faire valoir leurs problèmes. Voilà. Les gens, ni vous, ni moi, ne pouvons parler au nom des gens. Il y a une initiative politique, vous faites de la politique, cette initiative, elle est démocratique, et la rejeter... Non, justement, elle n'est pas démocratique. Vous pouvez aller dans une réunion... Il n'y a pas de vote à la fin. Excusez-moi. Vous pouvez aller dans une réunion, je pense qu'on ne vous obligera pas à dire ce que vous n'avez pas envie de dire, et qu'on ne vous interdira pas de dire ce que vous avez envie de dire. Donc c'est démocratique. Ça ne change pas de ce qui se passe sur les ronds-points depuis 2 mois. À l'issue, le président de la République dira quelque chose. Et puis s'il dit quelque chose qui déçoit, s'il dit quelque chose qui est très éloigné de la consultation qu'il a lui-même mise en place, eh bien il aura un gros problème politique. Oui, et il faudra trouver une sortie de crise. Mais il y a une mécanique démocratique qui est à l'œuvre. Et la refuser, je ne comprends pas comment un parti comme le vôtre peut participer aux élections, avoir des députés et refuser des offres de dialogue. Ça, je ne le comprends pas. Mais il y a des gens... La vérité dans sa simplicité. Il y a des gens qui participent à ce grand débat. Je dis pas le contraire. Et même, à la limite, je trouve ça très bien que des gens aillent porter des revendications. Le problème,
problème fondamental de ce grand débat, c'est qu'il est porté par Emmanuel Macron en disant qu'il ne va pas changer de cap. Et quand on regarde les questions, sur l'ISF, il a dit déjà que c'était bien ce qu'il faut. Laissez-moi dire. Justement, on est au début. On est au début et on sait déjà que l'augmentation du SMIC c'est non, il l'a dit. Que le rétablissement de l'ISF c'est non, il l'a dit. Créer un rapport de force. Attendez, le référendum d'initiative citoyenne, ça hérisse Monsieur Philippe, et que j'ai oublié le dernier. Mais donc, en gros, si le glyphosate, Emmanuel Macron nous a déjà dit qu'il était revenu sur ce qu'il avait dit qu'il allait l'arrêter en 3 ans. Donc, je suis désolé, n'importe quelle personne qui observe, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont participer à des endroits pour essayer de porter des revendications. Mais n'importe quelle personne qui regarde ça et chez les gens avec qui j'ai discuté aujourd'hui, personne n'y croit. Personne ne pense que ça va être sérieux. On va pouvoir. Tout le monde est sceptique sur le résultat. Le grand débat national, on va y revenir dans un instant. Juste on finit sur la mobilisation. Je veux dire un tout petit truc sur ça, mais le grand débat, c'est un thème de campagne électorale. Les thèmes qui sont traités, c'est la démocratie, le pouvoir d'achat, l'écologie. C'est un thème de campagne électorale. Alors pourquoi est-ce qu'on pourra revenir sur le grand débat dans un instant, juste sur la mobilisation? Est-ce que vous, Madame Florennes, qui êtes responsable politique, vous seriez capable de prononcer les mêmes mots? Le mouvement décline. Là, les chiffres sont en baisse, il faut le constater. On revient aux chiffres du mois de décembre sur les mobilisations du mois de décembre. Donc moi, je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy, qu'à un moment, on voit bien que ces manifestations entraînent de la violence, que maintenant ne reste finalement dans ces manifestations. On voit bien, ça se termine pas bien ce soir à Paris, et que alors il y a des tensions pour l'instant. Je ne pas de violence. Plus, si vous voulez, depuis le mois de décembre, on ouvre le débat et le dialogue. On voit bien que dans ces manifestations, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui ont rejoint aussi les manifestants. Maintenant, je pense que c'est important que ces organisations syndicales qui savent dialoguer, qui savent ce que c'est que la concertation et le dialogue, puissent s'inscrire dans le débat, dans cette discussion et ce dialogue qui est nécessaire pour sortir des propositions, et ce dialogue que n'ont pas forcément, et c'est pas la volonté d'un certain nombre de gilets jaunes, on le sait très bien, ils sont divisés sur le sujet, mais je trouve que ces manifestations aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens, quand par ailleurs on a des salles qui se remplissent de Français, de gilets jaunes, d'un certain nombre d'associations qui ont envie de dialoguer. Moi je crois que ces chiffres vous diriez qu'il y a 69 000 personnes par exemple qui ont participé. Vous me laissez parler s'il vous plaît, parce qu'on vous a écouté. Vous dites que les salles se remplissent, les rues se vident. Moi j'aimerais bien vous comparer. Les rues se vident progressivement. Puisque vous dites que 69 000 c'est pas beaucoup, je ne dis pas que c'est pas important. J'aimerais savoir combien il y a de gens qui ont participé à des grands débats. Parce que pour l'instant on voit des salles où il y a 400, 500 personnes. Il y a 2000 débats qui sont programmés et qui ont commencé à avoir lieu. Il y a 250 000. Vous êtes au début du grand débat, c'est ce que vous nous dites. Comment? Vous êtes au début du grand débat. On est au début, ça fait 10 jours. Alors, Laurence Saillet, juste quand même. Il y a une pardon, parce que le dialogue, essaie de rétablir les guillemets. Aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose, parce que le résultat est le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les samedis, les centres-villes sont bloqués et il y a de la violence et des forces de l'ordre mobilisées. Donc les conséquences sont les mêmes. Ça, c'est la résultante de la mauvaise gestion du mouvement. Parce qu'on a laissé pourrir au départ, on a minimisé. C'est pour ça que je conseille à tous de ne pas minimiser, parce que c'est quelque chose qui, au contraire, hérisse le poil, c'est le cas de le dire, non pas d'Édouard Philippe, mais des manifestants. Donc ne pas minimiser, ne pas diaboliser, c'est un droit de manifester, mais les Français ont le droit aussi de vivre dans la sécurité et dans l'ordre. Donc c'est au pouvoir public, c'est au président de la République, au ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que l'ordre règne les samedis et que les Français ne soient plus comme ça. Vous dites absolument. Mais M. Castaner est toujours avec sa phrase en plus insupportable, je condamne. Il condamne, heureusement. Non, mais maintenant, il faut un moment quand même qu'on sorte de cette histoire. Et donc, pour retourner au calme, il faut certes des réponses politiques, il y a le grand débat, nous y participons, mais il faut aussi des attitudes qui correspondent et qui ne et les attitudes ne sont pas rendez-vous. Et je ne suis pas sûre que les 2 prestations d'Emmanuel Macron télévisées devant les maires aient particulièrement calmé les esprits. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été bien perçu. Et après, moi, je ne suis pas manifestante, donc je ne vais pas parler à leur place. Mais en tout cas, ça n'a pas avancé notre affaire. Donc réponse politique, il la faut. Comportement adapté du président et de son entourage, il le faut. Et ça serait quoi un comportement adapté? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, s'il commence à dire qu'on ne va pas changer des choses, ça crée des tensions. Hier, le Premier ministre a fermé la porte à un certain nombre de choses. Le Président de la République ferme la porte à d'autres choses. Je pense qu'il faut être prudent, parce que si on ferme toutes les portes,
il y a un moment, effectivement, on donne raison à ceux qui ne veulent pas débattre. Et là, c'est une difficulté. Moi, je trouve qu'il y a un comportement adapté de la part d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe et des ministres. Disparaître. Ne participer à aucune réunion du grand débat. Alors là, ils sont en train de faire l'inverse. Ils sont en train de faire l'inverse. Ils détournent le grand débat. Le grand débat, c'est permettre aux citoyens de s'exprimer. Et ce qu'on attend du président de la République, c'est la seule chose que l'on attend de lui, c'est qu'il tire des conclusions adaptées de ce qui se sera dit. En participant à des réunions, que ce soit avec des maires ou avec des citoyens, il fausse le grand débat de deux manières. D'abord, il donne le sentiment d'une opération personnelle, ce qui est insupportable. Ce qui est contraire à ce qui doit être fait, et ensuite il peut sur certains points figer le débat. Il joue contre une sortie de crise qui pourrait être sans doute plus harmonieuse. Il se pose à lui-même des obstacles. Je ne comprends pas cette stratégie. Il y a quand même Excusez-moi. Il y a quand même deux choses différentes, pardon. Oui. Du côté, on a vu le débat avec Édouard Philippe hier. Où, effectivement, il assiste au débat, il observe le débat. On peut se dire pourquoi est-ce qu'il vient, il pourrait laisser les Et il prend la parole débattre quand entre même eux. à la fin. Hein. Il prend la parole à la fin, mais dans un premier temps, il écrit beaucoup. Alors qu'Emmanuel Macron, on avait le sentiment quand même, dans la Drôme, que les gens voulaient l'interpeller, étaient quand même contents d'échanger aussi. Mais les gens à ce sont côté-là, républicains. Les gens sont républicains. Si on leur dit, tiens, il y a le président de la République, ils vont discuter avec lui. Bien sûr, mais ça fige le débat. Vous avez regardé donc comme moi, comme nous tous, le débat dans la Drôme. Les gens s'adressent avec lui, heureusement d'ailleurs, en étant un peu d'abord respectueux de la fonction, donc du coup un peu intimidé. Ça fausse le débat. Il faut que la parole soit libre. Et toute présence présidentielle, Premier ministre ou ministre, fausse le débat. À mon avis, c'est une erreur. Il faut qu'ils arrêtent d'aller sur le terrain. Pendant quelque temps, il faut qu'Emmanuel Macron disparaisse. Isabelle Et Juste. Oui. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a dit pendant des mois il n'est pas sorti, il avait plus de contact avec le terrain, il est enfermé à l'Élysée. Vous l'avez commenté, tout le monde l'a commenté. Là, je pense que la séquence avec les maires, elle était nécessaire et que je suis d'accord avec vous. Un ou deux, bon, on a entendu deux, ça pouvait aller jusqu'à deux débats. Et il les a fait. Et ça c'était un moment important. C'était surtout très important, moi, de mon point de vue, d'entendre les maires et qu'ils les écoutent dans toute leur réalité de ce qu'ils vivent sur le territoire et dans ce qu'ils avaient à lui dire en toute franchise, notamment en Occitanie. Et ça, c'était très important qu'ils l'entendent, que le président évidemment répond. Mais ensuite, si vous me permettez quand même de pouvoir juste dire que effectivement, il y a un deuxième temps. Je suis d'accord avec vous. Il y a tout ce qui se passe. Alors effectivement, il y a ce qu'on retransmet, ce que vous faites hier, le Premier ministre qui s'invite. D'accord. Moi, ce qui est surtout important, c'est tous ces débats qui sont d'ores et déjà programmés, qui vont réunir les Français dans toutes les villes, dans toutes les communes. Moi, je vais y aller avec plaisir, en fond de salle, pour écouter. Je pense que le plus important à l'heure actuelle, c'est d'abord d'écouter et ensuite, effectivement, que l'exécutif et les parlementaires participent à une solution. Je suis d'accord avec vous, il faut que nous soyons discrets dans l'opération. On continue de parler du grand débat national en cours. D'abord, donc, cette journée de mobilisation, la 11e, 20h30. Si vous nous rejoignez sur LCI, 11e journée de mobilisation des Gilets jaunes, donc 69 000 participants selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France, avec une image qui retient l'attention, c'est celle de Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes, proche d'Éric Drouet, qui a été évacué après avoir été blessé à l'œil par un projectile des forces de l'ordre. Ça s'est passé place de la Bastille au cours de l'après-midi. La préfecture de police a saisi l'IGPN. Est-ce que Jean-Michel Apathy, il peut devenir un symbole? Est-ce qu'il faut faire attention à ces images, par exemple? Je sais pas, mais c'est un drame. Voilà, c'est pas le premier, hélas, des manifestants qui voient perdre son œil, mâchoire détruite. Enfin, c'est le 18e, oui, c'est ça. Enfin, voilà. On ne sait pas encore s'il a effectivement perdu son œil ou pas. De toute évidence, il a l'œil extrêmement boursouflé. Et si c'est un drame. Alors l'IGPN est saisi. L'IGPN, hélas, mettra beaucoup de temps à dire ce qui s'est passé. Bon, enfin, mais voilà, ça c'est. Il faudrait que ça s'arrête tout ça, évidemment. Moi, j'ai vu des gens, j'en ai vu physiquement, un jeune homme qui a perdu un œil. On se dit non, quoi. Enfin, c'est. Alors, et je regrette par ailleurs pour faire. Le mouvement a commencé le 17 novembre. Oui. Il est regrettable que depuis le 17 novembre, il n'y ait pas eu au moins un policier suspendu, parce qu'il est évident que les LBD sont utilisés parfois dans des conditions qui ne sont pas normales. Donc et là, que 3 mois après, il n'y ait aucun policier qui, à défaut d'avoir une sanction, et tout de même que le ministère de l'Intérieur montre qu'il est équitable dans le traitement des violences qui sont commises, ça, je pense que c'est un problème. Que ça ne facilite pas une harmonie dans la société. Il y a beaucoup de choses qui sont critiquables du côté du gouvernement de ce point de vue. Mais en même temps, je le répète, quand Éric Drouet dit tout à l'heure « on a essayé de tuer M. Rodriguez », non, quoi. Non, ça c'est des phrases inadmissibles. On n'a pas essayé de tuer M. Rodriguez. Il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Je vais
pas sur votre dernière phrase, je ne me permettrai pas de faire de commentaires là-dessus. C'est dommage qu'on n'en fassiez pas. C'est dommage qu'on n'en fassiez pas sur la dernière phrase. Ça va vous étonner, mais j'ai 2 points d'accord avec vous. Mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est parce que vous avez de moi une image caricaturale, non, monsieur. Absolument pas. Vous avez dit, premièrement, qu'il était problématique que le président de la République participe au grand débat. De fait, si vraiment le but, c'est d'obtenir la parole le grand débat, je vous assure, on va y consacrer une large partie dans notre émission. Alors, simplement sur ce que vous venez de dire, effectivement, il y a un problème dans notre pays qui est l'utilisation de certaines armes supposément défensive. Là, Jérôme Rodriguez aurait reçu une grenade de désencerclement. Donc ça reste à vérifier. C'est ça. Mais ce n'est pas. On a quand même eu un certain nombre de manifestants de mutilations. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une mutilation de perdre un œil ou de perdre une main. On a 4 personnes qui ont perdu leur main, et on a, jusqu'à aujourd'hui, il y avait 17 personnes qui avaient perdu un œil à cause soit pour les mains en général c'est des grenades Gli F4 et pour les yeux en général c'est des tirs de flashball ou LBD, lanceurs de balles défensives. Ces armes-là, qui sont des armes à la disposition des policiers, on est un des seuls pays au monde à les utiliser, et elles sont dangereuses. À partir du moment où elles sont à la disposition des policiers, on peut considérer qu'il peut y avoir des problèmes. Nous, à la France Insoumise, nous avons décidé de déposer une proposition de loi, et j'espère que cette proposition de loi sera mise à l'ordre du jour par la majorité, parce que malheureusement, sur notre niche parlementaire qui est le 21 février, on va parler de référendum d'initiative citoyenne en particulier, mais cette proposition de loi, il serait à mon avis de bon augure que la majorité se rende compte du fait que oui, ces armes sont dangereuses, qu'elles mutilent des gens, et qu'il faudrait qu'on arrête de s'en servir, parce que dans les autres pays, il y a des stratégies qu'on appelle de désescalade de la violence. C'est-à-dire, au lieu d'aller augmenter les tensions, eh bien, on essaye de les faire désescalader en n'utilisant pas un certain nombre d'armes qui peuvent provoquer ce genre de situation. À l'ordre du jour. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fixe, je suis pas à la conférence des présidents, c'est pas moi qui fixe l'ordre du jour du Parlement. Tout ce que je peux dire quand même, c'est que depuis 11 semaines et 11 week-ends, j'ai quand même vu, en tout cas au démarrage de ces manifestations, plutôt une stratégie de défense policière qu'une stratégie d'attaque. Même si il y a... Pardon ? C'est incontestable. C'est incontestable. Donc effectivement, il y a des enquêtes sur les problèmes qui se sont posés, et l'IGPN a été souvent saisi. Pardon ? Les enquêtes sont trop longues. Comment ? Oui. Comment est-ce que l'IGPN peut mettre autant de temps pour étudier un cas qui s'est passé le 1er décembre, Il faut aussi créer des postes dans la police. Je ne suis pas l'IGPN, je ne peux pas vous répondre, effectivement, sûrement un peu long, mais quand même, je tiens juste à dire que les policiers ont été, et souvent ça a choqué pas mal de gens, de les voir en recul. Christophe Castaner et Monsieur Nunes, Laurent Nunes disent effectivement par rapport à ces armes, qu'est-ce qu'on met entre les mains des policiers, quelles sont les solutions. Moi, j'entends aussi ce que nous a dit Christophe Castaner cette semaine devant la commission des lois, qui propose et actuellement va entamer une réflexion sur justement la stratégie des forces de l'ordre. Et il entame ce travail. Il ne peut pas répondre dans les 2 semaines qui viennent, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent. Ce qui est quand même invraisemblable, c'est il a posé les questions. On a le sentiment quand même qu'on s'installe. Et il y a une évolution, il y a eu une adaptation. Il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement complètement... Non, mais juste pour terminer, juste la conclusion. Vous avez complètement nouveau et complètement difficile à cerner pour les forces de l'ordre qui, au fur et à mesure des week-ends, ont dû s'adapter. Donc il a fallu vous adapter en direct live presque, oui. On se rend compte quand même qu'on est en train de s'installer dans l'habitude. C'est-à-dire que là, on se dit, tiens, ben voilà, maintenant, comment on va gérer les manifestations, les mouvements de violence. Donc c'est très inquiétant, parce que quelque part, on est en train de s'installer dans une ambiance de confrontation que l'on entrevoit à les semaines à venir. Ce projet de loi, vous savez, au Sénat, nous l'avions proposé au mois de novembre. Les sénateurs En Marche ont voté contre cette loi anti-casseurs. C'est quand même invraisemblable. Alors on perd un temps fou, les semaines passent, la pression monte, les violences montent, et maintenant on nous dit qu'on va réfléchir à une éventuelle... Non, il y a 2 choses. Le projet de loi, il va être voté la semaine prochaine. Et ça, comptez sur notre majorité. Pourquoi vous avez rejeté ça ? Parce que vous en êtes... Moi, mais d'accord, mais vous êtes quand même pour représenter la majorité. Pourquoi vous avez rejeté ce projet de loi qui permet... Parce que l'idée maintenant, c'est pas un examen constitutionnel sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas... Et c'est pas dit complètement contre. Écoutez, madame, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. L'idée, ce n'est pas seulement maintenant de parler des armes. Déjà, je ne pense pas qu'ici, sur le plateau, quiconque ait la compétence technique d'évaluer l'utilisation de ce type d'armes, parce que quand on écoute les policiers, ils n'ont pas le même discours que les politiques sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est en
en amont d'anticiper les violences. Parce que ces Black Blocs, ces casseurs, ils s'annoncent, ils l'ont dit, on va venir. Et vous sentez que le travail n'a pas été fait? Il y a un travail en amont, par exemple. Il n'y a pas eu de violence manifeste aujourd'hui. Tout ce qui est dans la loi anti-casseurs, si on avait mis ça en place il y a des semaines, ou comme nous l'avions demandé, l'état d'urgence qui permet un certain nombre, et je ne vais pas le décrire ici, mais qui permet un certain nombre de mesures pour anticiper, parce que c'est ça, il faut anticiper la violence. Vous vous rendez compte, on en est à savoir si on doit utiliser tel type d'arme. Mais est-ce que c'est mal anticipé pour vous aujourd'hui, par exemple? Je n'ai pas la compétence pour précisément analyser cette situation, je ne suis pas policier. Mais simplement, le problème, c'est qu'on en est justement à des situations où on en est à de la technique de défense policière, alors qu'on devrait être dans une réponse d'anticipation et une réponse politique. Jean-Michel Apathy. Ce qu'on a compris quand même avec ce mouvement, c'est que de toutes les façons, c'était un mouvement qui amenait de la violence, pas directement mais indirectement, parce que des gens s'infiltrent, le mouvement des Gilets jaunes est peu organisé, incapable, la CGT l'est davantage avec un service d'ordre d'empêcher qu'il y ait de la violence. Donc c'est un mouvement qui appelle de la violence. On a vu le 24 novembre, le 1er décembre, le 8 décembre, les policiers et les gendarmes agressés comme on ne l'avait pas vu en France sans doute depuis très 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 longtemps. Il y a eu des formes de violence qui ont été saisissantes pour la démocratie que nous sommes. Dans ce contexte, dire on enlève aux policiers les fameuses LBD parce qu'elles sont d'un maniement dangereux, sans dire par quoi on les remplace. Parce que si on enlève cela aux policiers, ils n'ont plus grand-chose pour faire face au niveau de violence auquel ils sont confrontés. C'est assez irresponsable. À mon avis, les lanceurs de balles de défense ont fait la preuve qu'ils posaient un problème pour le maintien de l'ordre. Parce que trop de gens sont défigurés dans les manifestations. C'est acquis. Mais si on est responsable, on doit faire aller la demande d'interdiction de cet outil-là par le remplacement de notre outil. Parce que sinon, c'est envoyer les policiers à la boucherie. Ce mouvement pose quand même des questions en termes de maintien de l'ordre et de fonctionnement de la démocratie qui sont assez nouvelles. Et répondre à cela par des radicalismes du style on enlève l'arme des policiers et qui se débrouillent, ça n'est quand même pas très responsable. Je peux vous assurer que les policiers disposent d'un arsenal qui est assez ample pour se défendre lors des situations. Eux disent l'inverse. Pour ils risquent un peu leur peau quand même. Pour protéger les manifestants aussi. Ce que nous le risquons. Pour avoir bien respiré du gaz lacrymogène depuis 11 semaines, je peux vous dire que c'est assez efficace pour éloigner des gens. Non. Donc là, regardez les images du 1er décembre. Vous savez ce qui s'est passé sur le... Regardez les images du 1er décembre. La personne qui a perdu un œil aujourd'hui. C'était en fin de manifestation. Moi, je vais vous dire, j'étais à Bastille. J'étais en train de quitter la place de la Bastille. C'est un drame, ça, je suis d'accord. Non, mais je vous explique ce qui s'est passé. Je vous explique ce que je comprends de la situation. Nous étions place de la Bastille. La place de la Bastille a été évacuée par un véhicule lanceur d'eau, des grenades lacrymogènes en grande quantité et un mouvement policier qui déplaçait les manifestants. La place était en train de se vider. Pourquoi aller à ce moment-là faire des tirs de ce qui est apparemment soit une grenade de désencerclement selon nos informations. Mais a priori, moi j'ai vu, parce que cette personne était en train de faire un live Facebook. Oui. Et sur ce live Facebook, on voit la violence du choc qu'il se prend. Ces armes sont dangereuses, ces armes peuvent potentiellement être mortelles. On a de la chance à la limite, il a perdu qu'un œil, mais il tombe sur le dos, il aurait pu se briser le crâne, il aurait pu y avoir un mort. Non, mais laissez l'enquête, évidemment, mais regardez les images. Alors, il y a une enquête effectivement en cours, on pourra en savoir davantage à l'issue de cette enquête. Je suis d'accord, on va attendre de savoir ce qui va se passer à l'issue de l'enquête, mais nonobstant, utiliser ces armes qui sont... Pour l'aiguille F4, il y a des charges explosives à l'intérieur. Mais enfin, lancer des grenades explosives. Est-ce que vous avez vu quand même, par exemple, l'autre scène qui était sur les avenue Georges V, Champs-Élysées, avec ces policiers qui se font charger? Comment voulez-vous qu'ils se défendent de cette foule qui court vers eux? Je vous ai toujours dit, et on a toujours dit à la France Insoumise, qu'on était opposé aux stratégies de violence dans les mobilisations politiques. Mais absolument. Vous n'êtes pas si clair. Mais enfin, lisez tous les écrits. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous étiez très opposé à la violence. Comme le Front National. Comme le Front National, vous êtes très ambigu sur le venant de la France Insoumise. Vous pouvez terminer votre propos. Allez-y, terminez votre propos. Je me permets de le dire quand même. Regardez, mais oui, mais vous mentez. Donc si c'est dire des mensonges. Mais la stratégie d'apaisement de la France Insoumise, depuis 11 semaines, vous confondez violence et contestation politique, si je peux me permettre.
nous avons toujours condamné les stratégies de violence dans les mouvements politiques. Et pour une raison très simple, c'est parce qu'on sait très bien que ceux qui sont en face de nous sont mieux armés. Je parle, nous, au sens très très large dans le monde. Alors c'est même pas par respect de la police, c'est parce qu'ils sont plus armés que vous. Mais bien sûr que je la respecte, la police, et nous avions même proposé d'augmenter les forces de police, notamment en matière de renseignement, parce que et notamment en matière de traitement juridique de l'information, parce que les policiers qui sont formés à faire du terrain, il semble assez absurde de les envoyer faire ensuite des dossiers alors qu'ils ont une formation spécifique sur le terrain. Bref, si vous me laissez finir juste une phrase, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne semble pas normal que, alors même que la police est censée protéger le droit de manifester et protéger les manifestants, ce soit parfois des personnes qui sont victimes de la police. Ensuite, pour ce qui concerne les casseurs, mais moi, j'ai absolument aucun problème à vous dire que les gens qui sont violents ou qui cassent des choses, il est normal qu'il y ait une intervention policière dessus. Ce qui pose un problème, c'est quand on utilise ces casseurs pour discréditer l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. Parce que mais bien sûr que si, en permanence, quand on montre des images systématiquement des casseurs, quand on insiste sur le fait qu'il y a des casseurs, quand vous proposez... Il y a plus de casseurs que d'images. Là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de casques que ce qu'on a vu à la télé. Vous avez parlé tout à l'heure de la proposition de loi que vous allez faire à l'Assemblée nationale. Absolument. Il s'agit d'interdiction administrative de manifester. Pour les casseurs. Non, mais pour les casseurs. Est-ce que vous voulez que les casseurs aillent manifester? Qui décide de qui est un casseur? Il y a des critères, c'est exactement... Sur quelle base? Il y en a des bases... Avant que quelqu'un ait une manifestation, vous savez d'ores et déjà ce qu'il va faire? Quand quelqu'un met des messages sur Facebook en disant rendez-vous pour tout casser, est-ce que selon vous c'est un casseur? Quand une personne est condamnée, qu'elle a fait une peine de prison, vous considérez qu'elle n'a pas le droit à être considérée comme ensuite ne faites pas comme si vous étiez naïf. Non, mais je vous regardez les réseaux sociaux, parce que ça pose un problème démocratique fondamental. Au Parlement, on aura l'occasion d'en reparler. Vous voyez bien sur les réseaux sociaux que les casseurs appellent à la casse de manière visible, et ces gens-là, on veut les arrêter avant. Est-ce que ça vous pose un problème? Mais moi, j'aimerais savoir comment vous le prouvez que c'est bien la personne qui appelle à la violence. Alors, ce sera l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Ça dépend. Mais à l'Assemblée nationale, les jours qui viennent. 11e journée de mobilisation des Gilets jaunes, 11e samedi consécutif. On va regarder comment ça s'est passé en images à Paris et en région avec Antoine de Précy. C'est déjà puni, le fait de... À Paris, des centaines de Gilets jaunes ont descendu l'avenue des Champs-Élysées. Dans le calme, jusqu'à 16h, avec l'arrivée simultanée des cortèges place de la Bastille. La tension monte alors d'un cran, plusieurs interpellations et au moins un blessé grave. Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement, blessé à l'œil par un projectile. Peut-être une grenade de désencerclement selon une source policière. Sur ces images diffusées en direct par la victime, on aperçoit la charge des policiers et un objet tombé au sol avant d'exploser. Le gilet jaune s'écroule quelques secondes plus tard. Soigné, puis évacué par les pompiers, le blessé a publié cette image sur les réseaux sociaux. L'inspection générale de la police a été saisie. Quelques incidents également à Évreux, près de l'hôtel de ville, où plusieurs véhicules ont pris feu. Journée relativement plus calme à Bordeaux, où le grand débat national lancé par Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité. Pas besoin de faire des doléances, il n'y a qu'à écouter le peuple, quoi, tout simplement. Tout comme ici, à Toulouse. Voilà, monsieur Macron, c'est pas en prenant des gilets jaunes que vous allez convaincre 67 millions d'habitants en France. C'est de l'enfumage pour beaucoup d'entre nous. Plus au sud, à la frontière entre la France et l'Espagne, 200 manifestants ont réussi à bloquer quelques minutes le péage du Boulou dans l'après-midi. Ici, c'est la liste des gilets jaunes aux européennes qui divise. C'est juste au profit de Macron pour nous diviser. Donc il est hors de question qu'il y ait une liste gilets jaunes aux européennes pour notre part. Ce soir, retour à Paris, où la nuit jaune souhaitée par certains manifestants a tourné court. Les forces de l'ordre évacuent actuellement la place de la République. Et une réaction, Camille Collin, juste avant, le ministre de l'Intérieur qui a réagi à cette journée de mobilisation.
Oui, Christophe Castaner, effectivement, qui a tweeté, comme il le fait assez souvent, pour tous ces samedis de mobilisation, pour condamner avec la plus grande fermeté, je cite, les violences et dégradations commises ce samedi encore à Paris, comme en province, des gilets jaunes, des casseurs, camouflés en gilets jaunes. Voilà le tweet. Marine Le Pen a réagi aussi il y a quelques minutes. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Jérôme Rodrigue, vous l'avez vu sur ces images il y a quelques instants, doit interroger tous les républicains. Les Français aspirent à l'ordre, mais l'ordre, ce n'est pas la mutilation des opposants politiques et l'usage irraisonné de la force par le pouvoir macronien. Voilà pour les premières réactions. Et on va se diriger vers la place de la République où nous attend Florian Lietzer, parce qu'il y a une nuit jaune qui était organisée ce soir. Elle était autorisée jusqu'à 22h, mais tout à l'heure on assistait à son évacuation. Comment ça se passe là ? Alors il reste encore à peu près, entre 100 et 200 gilets jaunes sur cette place. Autour, c'est le retour à la circulation, un retour à la normale autour de la place. Mais sur la place, vous voyez, il y a toujours cette manifestation qui est en cours. Et on est justement avec un des manifestants, un gilet jaune qui s'appelle Eric, qui est bibliothécaire. Et vous, c'était intéressant pour vous cette nuit jaune, pourquoi ? Alors, moi, je n'ai pas suivi le mouvement depuis le début, parce que je travaille en général le samedi. Donc là, je viens ce soir. Moi, je viens pour des raisons, chaque gilet jaune a ses propres motifs. Moi, je viens parce que je trouve le gouvernement, jusqu'à présent, extrêmement amateur. Je comprends que Macron n'est pas un grand passé politique, mais la manière déjà dont tout a dégénéré, vous savez bien, il y a eu, comme vous allez dans les campagnes, les gens qui, par exemple, dans la Creuse ou des coins comme ça, où les gens se chauffent au fioul. En un an, ils se mangent, je crois, 35% d'augmentation de fioul, plus 20% d'augmentation d'électricité. Si vous voulez, l'étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de mouvement, quoi. Et vous pensez que, par exemple, cette nuit jaune, là, par exemple, ce mouvement, occuper la place de la République, c'est un bon moyen pour se faire entendre ? Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est un mouvement spontané, c'est très clair, on peut en dire ce qu'on veut. Reste qu'il existe. Il est quand même assez étonnant de voir, alors qu'il ne faisait pas spécialement beau, spécialement chaud. Il pleut en plus. Il pleut en plus là. Je crois qu'il y a des gens qui ont tout un tas de demandes diverses, voire contradictoires. Maintenant, il y a un lien qui se fait. C'est un lien informel, politiquement parlant, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être dans la durée. Est-ce que c'est le bon moyen ? J'en sais rien. Je crois que si le mouvement n'avait pas eu lieu, il y aurait quantité de problèmes qui n'auraient jamais été soulevés. Et est-ce que vous allez participer au grand débat qui a été lancé ? Est-ce que vous allez faire des propositions ? Est-ce que vous allez vous rendre à des débats ? Alors simplement pour participer au grand débat, j'ai pas eu le temps de réfléchir franchement à ce que je pouvais proposer à ce grand débat là. Donc pour le moment je m'abstiens. Je verrai par la suite ce que je pourrais dire ou non. Voilà, j'aime bien réfléchir avant de... Voilà. Mais si vous voulez, ma grande récrimination qui est un peu différente de celle des autres gilets jaunes, c'est que je trouve le gouvernement extrêmement amateur. Je vais vous donner un exemple. Il va y avoir un prélèvement à la source. Il n'y a pas eu, de simulation. Ça a déjà été remarqué par d'autres, par la population l'automne dernier. Il y a beaucoup de gens qui vont être très mécontents de voir ce qui se passe sur leur bulletin de salaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que Macron, qui a été célébré comme l'homme d'un nouveau monde, est en fait l'homme d'un monde qui n'existe pas encore. Un peu en lambeaux ou dans les limbes. Et si ça continue comme ça, ce sera embêtant pour tout le monde. Y compris pour les gens qui l'ont financé entre nous. Merci. Voilà. Eric, on vous laisse retourner donc à cette manifestation qui est donc en train de continuer, même s'il y a beaucoup, évidemment, moins de monde que tout à l'heure. Là, vous voyez les la dernière poche, on va dire, de gilets jaunes qui sont là, toujours encadrés par les forces de l'ordre. Merci Florian, avec des images de Stéphanie Orgoulescu. Éric Drouet, c'est lui qui avait appelé à cette nuit jaune. Oui. C'était la première ce soir. Il avait dit que ça continuerait comme ça tous les samedis. Vu comment ça s'est passé ce soir, est-ce qu'on peut en douter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment... Éric Drouet, ses amis, quelles leçons ils tireront de la journée d'aujourd'hui. Mais ils cherchent, je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles formes de manifestation pour essayer de faire avancer une cause dont ils voient qu'elle n'avance pas parce que la rue est occupée. Voilà. Et au fond, si on réfléchit un peu, que dans une démocratie, ce ne soit pas la rue qui décide, c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise. Parce que si la rue décide, alors il n'y a plus d'élection, c'est la dictature qui va commencer. Et puis c'est quand même assez stupide comme raisonnement. Donc je ne sais pas quelle leçon tirera Éric Drouet pour samedi prochain. Je doute que la sagesse lui tombe sur les épaules et qu'il décide d'appeler à l'arrêt des manifestations. J'en doute, j'aimerais bien, mais le fascinant, monsieur Drouet, je crois. Pour reprendre des mots de Jean-Luc Mélenchon, vous participez, vous l'avez dit, aux manifestations des samedis. Comment est-ce que vous qualifiez cette journée-là ?
Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure on parlait de la mobilisation. Alors à chaque fois on est obligé de se baser sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, puisque les Gilets jaunes ne donnent pas de chiffres. Moi honnêtement à Paris, j'ai l'impression qu'il y avait plus de 4000 manifestants, parce que moi j'avais l'impression que dans le groupe dans lequel j'étais, il y avait déjà plus de 4000 manifestants et il y en avait 2. Donc c'est pas une marée humaine, on est d'accord. Non mais j'ai des doutes sur les chiffres. C'est pas une marée humaine. Après vous avez dit. Alors, vous ne voulez pas répondre sur marée humaine. Si la rue décide. C'est pas une marée humaine, on est d'accord. Comment ? C'est pas une marée humaine. Mais qu'est-ce que vous appelez une marée humaine ? Parce qu'à chaque fois, finalement, qu'il y a des manifestations, c'est jamais assez. 83-84, la contestation d'une réforme du gouvernement, il y a 1 million de personnes dans les rues. Qui, dans la dernière période, a souhaité qu'il y ait 1 million de personnes dans les rues ? Vous savez qui ? Regardez. Il n'y a pas 1 million de personnes dans les rues. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais honnêtement, quand on était aux premières manifestations, et les 3 premiers actes qui étaient des actes où il y avait une très forte mobilisation et où le ministère de l'Intérieur donnait des chiffres en baisse, alors même que sur le terrain, on avait plutôt tendance à constater qu'il y avait une augmentation de la mobilisation. Je suis désolé, mais les Champs-Élysées étaient pleins, et c'était pas seulement les Champs-Élysées, c'était le cas dans plein de villes de France. Donc moi, honnêtement, je ne crois absolument pas aux chiffres du ministère de l'Intérieur, et je pense que je crois pas, je m'en fous. Mais voilà, mais personne n'y croit, et on en discute, mais personne n'y croit et on en discute. Il reste que dans notre pays, il y a dans toutes les villes de France, dans un très grand nombre de villes de France dans notre pays, des mobilisations tous les week-ends. C'est la 11e semaine de mobilisation, c'est une des mobilisations les plus longues. On arrive aussi à la fin du mois, et pour les gens c'est pas forcément facile de venir à Paris, parce que dans les gens qui viennent à Paris, il n'y a pas que des gens qui habitent à Paris et en région parisienne, donc ça demande aussi de l'argent. Bref, ce que je voulais vous dire juste, c'est quand vous avez dit tout à l'heure, si la rue décide, c'est la dictature qui commence. Pour l'histoire de France, jusqu'à présent, la rue, quand elle s'est mobilisée, elle a plutôt été libératrice que dictatoriale. Et si c'est faire à mon avis, une petite erreur historique que dire que c'est la rue qui amène la dictature. Vous pensez que dans la période d'aujourd'hui, puisqu'en France, elle a plusieurs fois supprimé la dictature, et a commencé par la monarchie absolue. Vous pensez que dans la période d'aujourd'hui, c'est la rue qui doit décider ? Non, vous le pensez ? Vous le pensez ? Est-ce que vous pensez que dans la période d'aujourd'hui, je vais vous dire juste, une des principales revendications des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est quoi le référendum d'initiative citoyenne ? C'est la possibilité dans la 5e République présidentielle, où il y a une personne qui est issue d'un parti politique, où il y a une majorité législative qui est issue du même parti politique, puisque désormais les élections législatives suivent l'élection présidentielle. C'est juste la possibilité d'avoir le moyen de proposer des lois, d'en abroger ou de dégager des élus en cours de mandat. Parce que il y a juste ça. Donc c'est la remise en cause du scrutin. Absolument. C'est la remise en cause du scrutin. Ça pose parce qu'il doit y avoir. Non, ça ne pose pas un problème démocratique. C'est bien là notre différence. La constitution actuelle de la 5e. Non, la constitution. Alors c'est une différence entre vous et moi, si vous voulez. Mais la constitution. Moi, je suis pour que le peuple ait une capacité d'intervention. Le peuple. Oui, le peuple. Ça vous choque. Le peuple, il vote. Le peuple, il vote. Oui, effectivement. Et il faut accepter à un moment le résultat des élections. Oui, mais le résultat. Je sais bien que c'est un problème pour France Insoumise. Non, absolument pas. Le peuple a voté il y a un an et demi. La fin de votre argument, la fin de votre argument, allez-y. Notre constitution dit. Je veux bien qu'on laisse dérouler. Ben non, mais vous allez. Moi, notre constitution de ne pas vous interrompre, même si parfois ça me brûle la bouche de vous interrompre, parce que je trouve que vous dites des choses qui sont malhonnêtes. Est-ce que vous pouvez conclure ? Notre constitution dit que le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or, actuellement, le peuple, puisque les représentants sont tous, enfin, ceux qui ont le pouvoir forment une majorité qui est d'accord avec le président de la République, le peuple n'a pas le pouvoir et n'a pas la parole. C'est la démocratie. Mais non, monsieur Apathy, parce que quand tu... vote, hein. Oui, mais quel est le système dans lequel nous vivons avec la 5e République ? C'est un scrutin majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire qu'au premier tour, vous avez une personne qui fait 20% des voix, et ils étaient 4 à faire 20% des voix à peu près. D'accord ? Et ensuite, au deuxième tour, vous éliminez. Au deuxième tour, on a eu qui ? Marine Le Pen. Et Marine Le Pen versus n'importe qui, c'est n'importe qui gagne. Bon, parce que les gens veulent dégager Marine Le Pen. Non, je ne refais pas l'élection présidentielle. Si vous le souhaitez à chaque fois, monsieur Mélenchon. Je dis simplement, si vous me laissez finir l'argument, si vous me laissez finir l'argument, je dis juste, moi je veux bien. Je dis juste que si vous voulez parler de démocratie, alors on écoute le peuple. On écoute le peuple. Isabelle Fleurel, juste pour reprendre quand même la référendum et pour une modification du référendum, mais qui n'est pas le référendum d'initiative citoyenne, mais pour permettre effectivement une évolution de l'article 11. Je vais juste revenir là-dessus. Il y a des élections.
On vit en démocratie, c'est une chance. Je pense que dans le monde, il n'y a pas tant de pays que ça qui ont cette possibilité de s'exprimer. Monsieur Mélenchon, effectivement, depuis 19 mois, refuse le résultat des élections présidentielles. Je ne dis pas, j'appartiens à la majorité présidentielle, je ne dis pas que depuis 19 mois, les choses ont été parfaites. Je fais partie du mouvement démocrate. On aurait aimé des inflexions sur un certain nombre de sujets, mais il ne vous aura pas échappé que nous sommes minoritaires dans la majorité, qui est la majorité absolue. Je veux juste terminer, puisque là, on a quand même eu vraiment un long tunnel sur l'explication du référendum d'initiative citoyenne, sur lequel on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord dans la démocratie dans laquelle nous vivons, avec des représentants, sur la révocation des élus, monsieur. C'est pas possible. Mais pourquoi? Donc, écoutez... Qui vous représentez? Vous représentez les gens qui vous ont élu? Oui, c'est ça la démocratie. Et la majorité, et 67% des électeurs qui ont voté pour moi. Effectivement, j'ai l'impression que je suis légitime pour essayer d'arbitrer un peu les autres. Je suis légitime. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'écouter les gens qui sont autour de vous de temps en temps. Mais de temps en temps. Non, mais là, monsieur a eu l'occasion de s'exprimer très très longuement. J'ai peu l'occasion de répondre. S'il vous plaît, Laurent Saillat, ce qui est quand même grave, c'est que les Français sont descendus dans la rue au départ parce qu'il y a une augmentation de la taxe sur les carburants déguisée, c'était un gros mensonge, en financement de la transition écologique. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Puis, on a vu des revendications très importantes, notamment par les retraités, puisque l'augmentation de la CSG pour les retraités a été vraiment une mesure terrible pour eux, et la non-indexation des retraites, encore maintenue aujourd'hui, reste une mesure terrible, et on a vu tous les problèmes de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on en est à batailler sur éventuellement avoir la possibilité de révoquer les élus, mais c'est pas de révoquer les élus qui va remplir le porte-monnaie des Français. Ça dépend. Et là, écoutez, si révoquer les élus, ça vous permet d'augmenter le pouvoir d'achat, monsieur, vous m'expliquerez votre logique. Okay. Mais là où il y a quand même une forme d'hypocrisie aussi de la part de la majorité, c'est qu'ils veulent aujourd'hui affaiblir les institutions et affaiblir le Parlement avec la mise en place conjointement de la diminution du nombre de parlementaires et en même temps, si vous permettez, de la proportionnelle, ce qui fragilise totalement le système. Donc là, il y a quand même un en même temps qui est compliqué, alors qu'aujourd'hui, c'est justement les institutions qui nous permettent encore de tenir. Emmanuel Macron, par la réforme constitutionnelle qu'il veut mettre en place, comme si c'était très important de diminuer le nombre de parlementaires, va fragiliser les institutions et fragiliser 21h sur LCI. On continue le débat, vous l'avez compris, et c'est là où ça change ce plateau avec nos invités, débat extrêmement politique pour cette 11e journée de mobilisation des Gilets jaunes un peu partout en France. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 69 000 manifestants. C'est un peu moins que la semaine dernière où il y a eu 84 000 personnes dans la rue avec normalement un point d'orgue, c'était prévu comme cela, une nuit jaune qui devait se tenir place de la République à Paris, un rassemblement autorisé jusqu'à 22h, mais le rassemblement a été évacué dès 20h. Florian Lietzer, vous êtes sur place sur LCI, est-ce qu'il y a encore du monde autour de vous ? Oui, il y a encore un peu de monde et ça redevient un peu plus animé musicalement. Vous voyez les manifestants qui ont trouvé des instruments de musique et qui entonnent des slogans, des chansons. Là, une chanson fameuse, dérivée, je crois, du monde du football et adaptée à Emmanuel Macron. On a entendu tout à l'heure aussi Macron démission retentir de nombreuses fois. Vous voyez, il reste encore à peu près... vous voyez, on les entend là, qui huent, je crois, la police. Il reste encore à peu près, 150 manifestants qui n'ont pas donc quitté tout à l'heure la place quand la police l'a évacué en grande partie. Mais tout à l'heure, il y avait à peu près 10 fois plus de monde. Donc vous voyez, ça s'est bien vidé. Mais là, les manifestants, on discuter avec eux et ceux qui sont là comptent bien rester là, ne pas rentrer chez eux. La police qui d'ailleurs ne bouge plus, les laisse là. Vous voyez, ils sont là. Là, vous avez une ligne de gendarmes, par exemple, qui filtre. Alors si vous voulez passer, il faut vider les sacs, il faut être fouillé, il faut ranger le gilet jaune si vous voulez quitter la place. Voilà où on en est à l'heure où on se parle. C'est une nuit qui avait été organisée pour pouvoir débattre des revendications portées par les Gilets jaunes. Les débats ont pu avoir lieu ? Oui, les débats ont pu avoir lieu, mais pas pendant très longtemps. Les premiers manifestants étaient là vers 17h, l'heure à laquelle cette manifestation devait commencer. Il y avait effectivement quelques stands pour remplir des cahiers de doléances. Il y avait même des centres de restauration aussi. Mais quand ça a commencé à chauffer, quand les premiers gaz lacrymogènes ont été lancés vraiment au milieu de la place, eh bien la majorité de la foule s'est dispersée. Les gaz lacrymogènes ont été lancés en fait parce que l'unité de police a voulu longer la place. Il n'y avait pas de policiers au centre de la place, que des manifestants.
Ils ont essuyé des projectiles et donc ont répondu. Ça a mis le feu aux poudres et les policiers ont décidé d'évacuer toute la place d'un coup et donc ont mis fin à la grosse partie de cette nuit jaune. Merci beaucoup Florian Lizer, donc place de la République pour LCI avec Stéphane Iorgulescu pour les images. Vous parliez tout à l'heure d'un mouvement en déclin. Seulement, le gouvernement doit en tenir compte encore. Oui, enfin, le mouvement en déclin, je veux dire, les gens qui sont prêts à aller manifester, le nombre est en déclin. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas en déclin. Les questions qu'il a posées sont des questions durables. Et pourquoi sont-elles durables? Parce qu'elles sont légitimes. Je travaille, je ne finis pas la fin du mois, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une question que le pouvoir politique ne peut pas évacuer. La plupart des Gilets jaunes d'ailleurs, parce que là-dessus, il y a une différence d'interprétation. L'un des Gilets jaunes qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, il a commencé par ça. Il faut baisser les impôts. C'est-à-dire que c'est une contestation souvent de l'impôt, donc de l'utilisation qu'en fait l'État, donc de l'État. Donc parce que c'est pas une contestation. Enfin, je pense que pour une part majoritaire, c'est ça, et pour une part minoritaire, c'est une contestation du capitalisme. Ce sont deux choses différentes. Moi, je pense que les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement révolutionnaire de gauche. Je pense que les Gilets jaunes, c'est un mouvement de gens assez pragmatiques, voire de droite, qui disent qu'il y a trop d'impôts, ras-le-bol. Et l'État gaspille l'argent. Et ça, c'est pas du tout dans la culture de gauche. C'est pour ça que je suis toujours étonné de voir combien un mouvement comme la France Insoumise est au carré derrière ce mouvement. Je sais pas s'il le comprend bien, ce mouvement. En tout cas, les questions qui sont posées sont des questions durables parce qu'elles sont légitimes. Donc le mouvement n'est pas en déclin. Mais le nombre de manifestants est en déclin. Ça, c'est objectif. C'est un mouvement qui mobilise la société française, mais pas sous la forme d'une manifestation. C'est un mouvement qui, pour l'instant, la mobilise intellectuellement. Les questions posées sont importantes. Les retraités posent une question importante. Les artisans posent une question importante. Un artisan qui dit, moi, si j'avais moins de charges sur mon salaire, je pourrais embaucher des gens, c'est quelqu'un... C'est un vieux débat, hein. Oui. Oui. Il y a des gens qui disent, moi la première fois que j'ai entendu parler, je sais très bien où j'ai entendu parler, c'est au début des années 90, les socialistes au pouvoir disaient avoir assis le financement de la protection sociale sur le travail, c'est une erreur. Vous voyez, vieux débat, 30 ans, débat jamais tranché. Jamais. Parce que les élections qui ont été menées, notamment les élections présidentielles, ont toujours été tellement démagogiques que la seule chose que disaient les candidats, Chirac en 95 en est l'exemple le plus abouti, il faut toujours dépenser plus. Ne jamais régler cette question-là. Avoir assis le financement de la protection sociale sur le travail, ça c'est un problème. C'est ce problème-là que posent les Gilets jaunes. Donc c'est un débat passionnant, intéressant, qu'il faut traiter, évidemment, mais pas en défilant le samedi. Ça ne sert à rien de faire ça. En attendant les mobilisations le samedi. Et bien maintenant, le problème est posé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne s'attaque pas aux racines du mal. C'est-à-dire que, pour l'instant, je n'ai pas entendu Emmanuel Macron nous donner la moindre piste de diminution de la dépense publique. Ça ne veut pas dire moins de services publics. Je vous arrête tout de suite, puisqu'on a des pistes de diminution de la dépense publique qui, pour autant, n'engage pas la diminution du service public. Mais tant qu'on ne baissera pas la dépense publique, on est dans l'incapacité mathématique et comptable de baisser les charges et les impôts. Tant qu'on ne baisse pas les charges et les impôts, on ne peut pas donner de compétitivité aux entreprises et on ne peut pas pousser les salaires vers le haut. C'est une mécanique simple. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'était engagé à baisser la dépense publique. En 2 ans, il l'a augmenté de 44 milliards, alors que François Hollande l'avait augmenté de 28 milliards. Il est encore plus dépensier de son prédécesseur. Il a ouvert... Il a un peu augmenté la dépense publique. Par contre, on n'était pas dans le même contexte économique. Peut-être que vous n'étiez pas là. Mais en 2008... Non, mais n'oubliez pas qu'en 2008, la crise économique que nous avons traversée n'a rien à voir avec l'embellie économique qui était promise au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec des prévisions de croissance qui étaient vraiment très bonnes. Il a cassé la machine économique. Pourquoi? Parce que quand on augmente les charges et les impôts, on diminue la consommation et on diminue la compétitivité et donc on baisse la croissance. On a fait tout à l'envers et là, personne n'est dupe. Même tous les gilets jaunes le disent. Oui, il faut diminuer la dépense publique parce que leur dire qu'on va mettre des rustines... C'est pas ça. Non mais attendez, mais alors vous faites comment, monsieur, mathématiquement? À part faire des cadeaux que vous ne financez pas. Moi, je peux vous à part votre fraude fiscale, qui est carrément une... Non, mais alors, si vous voulez, il y a plein de moyens de financer ce dont vous parlez. Il y en a plusieurs qui sont assez simples. Effectivement, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ça serait un moyen de récupérer 80 à 100 milliards d'euros. Vous avez la suppression du CICE, qui cette année va nous coûter 40 milliards d'euros et qui nous coûte 20 milliards d'euros par an. Vous avez le rétablissement de l'ISF, qui rapporte 3 milliards d'euros. Vous avez la suppression de la flat tax, qui coûte 1,5 milliard d'euros par an. Là, je vous ai déjà trouvé à peu près 130 milliards d'euros.
Bon, je suis d'accord, la fraude et l'évasion fiscale. C'est magique. Attendez, vous savez, Noël, finissez votre démonstration. Juste finir une phrase. La fraude et l'évasion fiscale, c'est la chose qui va être la plus compliquée à combattre, parce que, en particulier, depuis plusieurs années, on a supprimé des postes dans le contrôle fiscal. Si vous augmentez les impôts, les gens partiront. Mais vous savez, les contrôleurs fiscaux, c'est des fonctionnaires qui rapportent de l'argent. Les fonctionnaires fiscaux. Nous sommes le premier gouvernement à avoir mis une loi sur le. Non, vous n'avez pas supprimé le verrou de Bercy, mais c'est pas vrai. Mais enfin non, nous avions fait une proposition de loi pour vraiment le supprimer, qui avait d'ailleurs été déposée avec votre groupe. Donc je pense que vous l'avez oublié, mais enfin bon, c'est pas grave. On avait fait une proposition de loi avec tous les groupes à part La République En Marche, et cette proposition de loi a été refusée parce que elle supprimait vraiment le verrou de Bercy et que donc vous n'étiez pas d'accord. Mais pour revenir sur ce que je vous disais, la fraude et l'évasion fiscale, c'est la chose la plus complexe contre laquelle lutter, parce qu'évidemment les mécanismes sont très compliqués, mais on ne luttera certainement pas contre la fraude et l'évasion fiscale en supprimant des postes dans la fonction publique qui traitent ces questions, et c'est ce qui est fait pour l'instant, puisque ces fonctionnaires-là sont des fonctionnaires qui rapportent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils coûtent moins cher. Présent, ils n'ont absolument pas. Juste un dernier élément, je suis désolé, je fais très rapidement, mais quand on parle de la question des impôts, je pense que vous faites une erreur en disant que les gens veulent qu'on baisse les impôts. Écoutez, vous êtes le premier quand même français à me dire qu'il ne faut pas baisser les impôts. Est-ce que je peux juste vous dire ce que j'ai entendu? Les gens veulent qu'on baisse leurs impôts. Voilà ce que les gens veulent. Et baisser leurs impôts, ça ne concerne pas tout le monde de la même manière. Nous, pendant l'élection présidentielle, nous avions proposé une chose qui était assez simple, qui était de faire 14 tranches d'impôts pour que ça soit plus progressif, et de rendre aussi la CSG progressive, pour faire en sorte que tous les gens qui gagnent plus de 4 000 euros par mois payent davantage d'impôts, et que les gens qui gagnent moins de 4 000 euros par mois paient moins d'impôts. Voilà la manière avec laquelle on pourrait financer les choses. Il suffit simplement que ceux qui ont beaucoup payent davantage, et que ceux qui ont moins payent moins. Donc ça a déjà été extrêmement taxé. C'était à partir de 4 000 euros. 4 000 euros, ça représente à peu près, ceux qui gagnent moins de 4 000 euros, c'est 95% de la population française. Il y a un petit 5% de la population française qui gagne plus que ça. Ils payent des impôts aussi, monsieur, je vous rassure. Qui payent des impôts, mais qui n'en payent pas assez au regard de ce qu'ils gagnent. Mais continuez à augmenter les impôts, les gens iront travailler ailleurs. Mais rendez-vous compte. Mais non, les gens n'iront pas. Vous allez faire de la France un repoussoir. Mais vous faites de la France un pays. Vous faites de la France un pays dans lequel les gens n'ont pas de racines et n'ont pas d'attachement. Les gens sont heureux de vivre en France. Les gens en profitent. Mais parce que vous dites les gens vont se barrer et partir ailleurs. Vous croyez quoi? Les gens, ils sont heureux de vivre en France parce qu'ils ont aussi du service public, parce qu'ils ont droit à la sécurité sociale, parce que leurs enfants peuvent être éduqués. Sauf si on fait comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire mettre toujours moins d'impôts sur ceux qui peuvent contribuer le plus et mettre toujours plus d'impôts sur ceux qui peuvent contribuer. Comment, Isabelle Florennes, la majorité doit tenir compte de ces mobilisations qui, malgré tout, continuent chaque samedi? La majorité, elle a proposé un débat. Donc c'est une première. Mais dans réponse. le cadre de ce débat, la mobilisation continue. Et la mobilisation, moi je trouve que ces mobilisations n'ont plus de sens. Moi je rejoins Monsieur Apathy. Je ne dis pas ça, me madame, dis parce au que fur et à mesure des week-ends, ça pousse les gens dans la rue de dire. Il faut renforcer effectivement les moyens de lutte contre la violence, et c'est le cas de la loi anti-casseurs que nous voterons la semaine prochaine, et c'est une bonne chose. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines qu'on dit qu'il faut passer de la confrontation des manifestations de rue à la confrontation des idées. Je pense que c'est ça qui est le dialogue. Je comprends qu'il y en ait qui est des réticences. Ils sont de moins en moins nombreux parce qu'on voit que le mouvement des Gilets jaunes est très dispersé et qu'un certain nombre, heureusement, je le vois dans les débats auxquels j'ai pu assister, sont présents et dialoguent et font des propositions. Ceux qui restent dans la rue, là, les samedis, pour vous, ceux qui restent dans la rue, écoutez, ils ont le droit de manifester, et ce droit de manifester, quand ils restent de façon apaisée, on voit qu'ils ont été rejoints par un certain nombre de mouvements syndicaux. Si ça peut les structurer, les organiser, mais comme moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens que d'être dans la rue à partir du moment où il y a une proposition sur la table. Cette proposition, elle est ouverte. Ces débats, ils sont ouverts. J'entends, oui, on peut pas. On a des présupposés sur ce débat, mais non. Tous les sujets sont sur la table. Excusez-moi, mais tout le monde, les partis sont sollicités pour des propositions. Les citoyens, les organisations syndicales, allons-y. Allons débattre. Moi, je souhaite, ceci dit, que les réponses ne tardent pas trop
et les solutions, les premières pistes de solutions soient apportées. Avant la fin du grand débat, alors je me dis, enfin ça me paraît long, 2 mois, et je me dis qu'il faut quand même que l'exécutif et nous apportions déjà des signes sur un certain nombre de choses. Je pense à la question effectivement des retraités, l'indexation des retraites, c'est un sujet qui est posé dans les débats. La question de l'ISF est posée. Vous savez bien que le mouvement démocrate avait une proposition différente durant cette premier mandat, et je souhaite que notre mouvement puisse faire ses propositions sans tarder. L'idée d'une nuit jaune, justement, alors même si c'est pas participer au débat tel qu'il est organisé pour le moment, mais l'idée de débattre, d'ouvrir, de remettre tout sur un cahier et peut-être de passer, est-ce que c'est quand même une bonne idée? C'est un premier pas et vous vous dites, allez, il faut peut-être saisir l'occasion et les inviter encore plus au débat, ou c'est pas une bonne idée? La nuit jaune, je suis dubitative, quand même. Une nuit autour de la place de la République dans le climat actuel, ça me semble pas forcément une bonne chose, à partir du moment où il y a un débat qui est lancé à la mairie de Paris, qu'il y a des débats dans toutes les villes, que n'importe quel citoyen peut créer son débat. Je vois pas bien l'intérêt de ce type de manifestation, et on voit bien que ce soir, en tout cas, ça n'a pas pu aboutir. Regardez le grand débat dans un climat serein. Selon Opinionway pour LCI, le grand débat est une bonne chose pour 67% des personnes interrogées. Donc il est assez populaire. Nous, les Républicains, nous y participons activement à l'écoute des Français, mais aussi avec des propositions. Parce que ces propositions pour les retraités, pour le pouvoir d'achat, pour la baisse d'impôts, pour la baisse de la dépense publique, c'est des propositions que nous réitérons chaque semaine, chaque mois, depuis 19 mois. Et donc, ça va être aussi l'occasion pour nous, dans ces débats, de défendre nos propositions, parce qu'un parti politique n'est pas seulement là pour poser des questions, mais aussi pour avancer des propositions. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est en France, déjà à se poser la question de savoir comment Emmanuel Macron peut parler aux Français. Donc on est tous en thérapie à se dire, tiens, comment il peut faire. Voilà, c'est quand même invraisemblable. C'est la première fois qu'on se pose la question pour un président de la République, pourquoi il n'arrive pas à échanger avec les Français. C'est quelque chose quand même qui est consternant. Et par ailleurs, on en est aussi à un président de la République qui est complètement qui est désamorcé dans sa politique, parce qu'on ne sait plus du tout où il veut en venir, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Il ne pouvait pas, d'un côté, toucher à l'ISF sans baisser l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une faute de base. Parce que c'est pas le problème dans le l'ISF. Nous, on était pour et on maintient notre position sur le sujet et on le défend. Mais vous pouvez pas donner à certains tout en prenant à des gens qui ont plus de difficultés et les classes moyennes qui payent à chaque fois. Vous voyez, c'est tout ça qu'il doit revoir. Il ne peut pas mettre que des petits pansements en disant, quand il a dit tous les retraités de moins de 2 000 euros... Toute sa politique, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je pense, malheureusement, parce qu'on n'y comprend plus rien. Quand il a dit le 10 décembre que tous les retraités de moins de 2 000 euros ne subiront plus la hausse de la CSG, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quand vous êtes en couple, que vous avez chacun 1 500 euros de retraite, et c'est pas être riche, eh ben, vous subissez encore la baisse de la CSG, contrairement à ce qu'il a dit, et avec la non-indexation des retraites, c'est 1 000 euros par an que vous perdez quand vous êtes un retraité à 1 500 euros par mois. Donc vous voyez, il faut à la fois qu'il soit clair, parce que ce qu'il a dit le 10 décembre et ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, on a été avec lui parce que ça allait dans le bon sens, mais c'était pas complètement la vérité, et il faut qu'il y ait une cohérence dans sa politique, parce que mettre des rustines, ça ne suffira pas. Revoir toute la politique, c'est possible? Non, il y a une cohérence dans la politique du gouvernement, et le président l'a redit cette semaine, c'est la baisse du chômage. C'est quand même l'essentiel. C'est quand même qu'on a toujours, depuis des années, pas réussi à baisser le chômage. Et que donc la politique en faveur des entreprises qu'a menée ce gouvernement et que nous avons soutenue depuis 18 mois est une bonne politique. Et cette politique, effectivement, il faut aussi qu'elle ait un équilibre, et qu'elle ait un équilibre plus social que nous réclamons depuis longtemps, et que le président a proposé un nouveau contrat pour la nation. J'entends et j'attends avec le mouvement démocrate qu'il y ait un infléchissement sur ces questions sociales. Ça veut dire quoi un contrat pour la nation? Moi personnellement, j'ai pas bien compris. Eh bien, écoutez, il y a un certain nombre de mesures de rééquilibrage qui doivent être prises. Actuellement, on voit bien que depuis 18 mois, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées pour les entreprises. Quand on me dit que, quand je vois des chefs d'entreprise, qu'il y a les baisses des cotisations, qu'il y a eu le CICE, qu'il y a eu... On a retardé la baisse des charges. Non, attendez. Le plafonnement et la baisse de l'impôt sur les sociétés que nous avons voté dès le budget 2018, les entreprises le reconnaissent elles-mêmes, qu'il y a beaucoup d'efforts et qu'il y a une politique qui s'est traduite. Malheureusement, effectivement, il y a de l'autre côté un rééquilibrage social que nous souhaitons. Monsieur Bayrou l'avait annoncé et l'a demandé depuis plus de 6 mois. Il l'a fait savoir, ça c'est sûr. Antoine Léaumont. Je vous entends beaucoup parler des entreprises et en fait... Bah oui, c'est elles qui créent de l'emploi.
Pas seulement, il y a aussi l'État qui crée de l'emploi, même si ça a l'air de vous déranger, mais l'État est aussi un gros employeur. Et par exemple, on pourrait mettre plus utilement, à mon avis, les 20 milliards du CICE pour combler les endroits où il y a des besoins, notamment dans la santé et l'éducation, que dans ce CICE, où on a vu que beaucoup d'entreprises qui l'ont reçu par ailleurs s'en sont servies pour verser des dividendes encore plus élevés, plutôt que pour créer des emplois. Maintenant, sur les entreprises très spécifiquement. Il y a un problème de fond, c'est que vous considérez les entreprises comme des choses toujours similaires. En réalité, les entreprises, elles ont des situations qui sont différentes en fonction de leur taille. Nous, on avait une proposition qui était... C'est pour ça qu'on s'adresse essentiellement aux entreprises créatrices d'emplois qui sont les TPE et les PME. Absolument. Les TPE et les PME sont très créatrices d'emplois, mais il y a un problème qui est qu'elles payent les mêmes cotisations patronales que les grandes entreprises. Or, nous, ce que nous proposions, c'était aussi que ces cotisations patronales soient progressives en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction des revenus qui sont générés par l'entreprise. Nous avions proposé notamment qu'il y ait ce qu'on appelle un fonds commun des entreprises pour payer les cotisations sociales et les cotisations patronales, de manière à ce que les petites entreprises abondent moins dans ce fonds et que les grandes entreprises abondent davantage, puisqu'elles font des bénéfices qui sont records. Et là, encore cette année, on a eu 57 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires des entreprises de l'unique CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40, ça ne vous prend pas en compte le SBF 120, qui sont les 120 plus grandes entreprises de France, et ça ne vous prend pas en compte toutes les entreprises qui viennent derrière et qui versent aussi des dividendes. Un des problèmes majeurs de notre société, c'est que le capital, malheureusement, est trop peu taxé et trop peu investi dans l'économie réelle et beaucoup trop dans la finance et dans l'économie improductive en réalité. Les propositions de la France Insoumise. Le grand débat, donc on l'a bien compris avec cette mobilisation des Gilets jaunes qui continue, ne les convainc pas. Éric Drouet, par exemple, dit, et on n'en a pas besoin de ce grand débat. On sait qu'ils veulent pas du tout nous écouter et qu'ils font le grand débat un peu pour gagner du temps parce qu'il va se prolonger sur une grande période pour arriver quasiment jusqu'aux européennes. Donc nous on continue le mouvement, et du coup les gens vont l'amplifier énormément. Je pense que dans les prochaines semaines il va y avoir beaucoup de mobilisation. Voilà, c'était Éric Drouet au cours de la journée. Il est démenti par les faits. Ouais. Donc voilà, après, vous savez, le dogmatisme est une chose, mais les faits, ça n'est une autre. Et là, Éric Drouet est démenti par les faits. Quel but poursuit Éric Drouet? Moi, je me pose la question depuis des semaines et des semaines. Aucune offre de dialogue ne convient, rien ne va jamais, c'est toujours on continue, on amplifie. Enfin, franchement, un leader politique, il doit être plus responsable que ça. C'est un leader politique, Éric Drouet? Oui. Il me semble qu'il fait de la politique, oui. Un jour, j'ai entendu Michel Rocard qui disait aux journalistes, vous faites de la politique comme des bêtes. Voilà, ça vaut aussi pour Éric Drouet. Voilà, il fait de la politique, il en fait quoi, il en fait un paquet. Moi, j'ai pensé que la gravité de cette crise, je l'ai pensé courant décembre. Vous avez dit des choses d'ailleurs sur ça. Comment? Vous avez dit des choses assez... Que la gravité de cette crise pouvait amener assez légitimement à se poser la question d'un retour aux urnes. Quand le principal dirigeant d'un pays semble avoir perdu à ce point le contact avec le peuple, dans sa diversité, les gilets jaunes ne sont qu'une partie du peuple. Bon. Et puis, Emmanuel Macron, ça c'est de la politique, il a proposé autre chose. Il a dit grand débat. Il y a un terme au grand débat mi-mars. Il y a un terme aux leçons qu'il entend tirer de ce grand débat. Il l'a dit dans sa lettre. Au moins un mois après la fin du grand débat, je ferai des propositions. Et là, il y a deux solutions. Soit ces propositions tiennent compte de ce qui s'est dit, et alors ces propositions sont de nature à calmer la crise, à apaiser les esprits et à reprendre une vie normale. Soit ces propositions sont très éloignées de ce qui a été dit, très éloignées de ce que les 5 garants, on l'espère et qu'ils travailleront de manière honnête. Je les ai écoutés, moi, plusieurs fois. Les 5 garants, ils font preuve d'indépendance d'esprit, du moins pour l'instant. Donc, soit ces propositions sont très éloignées de ce qui a été dit pendant ce grand débat, et alors le problème politique restera entier. Mais si on n'investit pas cette mécanique-là, alors, on a quelle attitude? On dit c'est la rue qui doit régler le problème? C'est ce que dit Éric Drouet qui doit être la solution? Je pense que c'est une impasse totale. Vous retournez la question là? Non, je ne retourne pas la question. Vous dites que la réponse doit venir du président de la République après le grand débat. En écoutant ce qu'il dit dans le grand débat. Mais les citoyens. Et vous dites si on n'arrive pas si Emmanuel Macron ne prend pas en compte les remarques qui sont faites, alors on arrivera à un problème. Et alors quoi? C'est la rue qui décide. Non, soit les urnes à ce moment-là. Mais voilà. Mais ça c'est de la politique. Précisément, on est dans un débat politique majeur. C'est-à-dire le grand débat. Laissez vivre le grand débat. Mais on le laisse vivre. Le problème, si vous voulez, le problème. Vous le délégitimez sans cesse. Mais parce qu'on a des raisons de le faire.
C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà des éléments. Vous aviez sur votre plateau hier, sur LCI du moins, il y avait Chantal Jouanneau. Et Chantal Jouanneau elle-même, qui était censée être l'organisatrice du grand débat, dit qu'il est faussé parce qu'on choisit les questions et les réponses. De fait, quand on regarde, vraiment, non mais vraiment, je le dis, moi honnêtement, quand j'ai regardé ce grand débat au début, je me suis dit, tiens, comment faire pour participer à ce grand débat? Voilà. Je me suis demandé si on pouvait en tirer quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le site internet qui est mis en ligne, sur lequel on peut faire des propositions, il y a des questions qui excluent, qui en excluent d'autres. Quand on demande aux gens s'il faut rallonger le temps de travail, c'est des ou, hein. On a le choix entre les trois. Rallonger le temps de travail, rallonger la durée avant de partir à la retraite, ou bien baisser les allocations. Je suis désolé, mais c'est 3 choix que j'ai pas envie de faire. Je suis d'accord avec aucun des 3. Moi, je suis pour augmenter les allocations, je suis pour diminuer le temps de travail, et je suis pour augmenter les retraites et qu'on parte à la retraite plus tôt. Mais vous avez la retraite. Alors, si vous voulez, Comment? Parce que vous me posez la question. Par exemple, financer la retraite à 60 ans à taux plein. Facile. Vous payez les femmes comme les hommes. Voilà. C'est très simple. Mais allez le dire dans les réunions publiques. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Toujours, mais on ne fait jamais. Qu'est-ce que allez le dire dans les réunions. Je suis en train de... Non, justement, ça ne ruisselle pas. Mais enfin, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord pour que les femmes soient payées comme les hommes. Mais si, investissez le grand débat. Créez un rapport de force. Est-ce que vous ne pensez pas que les 35 heures ont déjà énormément désorganisé la fonction publique? Demandez à l'hôpital, demandez aux gens qui y travaillent si les 35 heures. Ce qui désorganise. C'est un désastre socialiste. C'est une catastrophe. D'abord, les 35 heures, elles ont créé 200 000 emplois. Voilà. Premièrement, les 35 heures, ça crée de l'emploi. Diminuer le temps de travail, ça crée de l'emploi. Parce que ces 35 heures, dans tout un tas d'emplois qui ne sont pas délocalisables, qu'il s'agisse du bâtiment, qu'il s'agisse de la restauration, qu'il s'agisse d'un certain nombre d'endroits. Voilà. On va pas refaire le débat des 35 heures. S'il vous plaît, ce que vous avez soulevé quand même, c'est le scepticisme autour de ce grand débat. Encore une fois, regardez notre sondage OpinionWay pour LCI. Alors, on avait vu que 67% des personnes interrogées trouvaient que le grand débat était une bonne chose. En revanche, ils sont 62% à penser qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas compte s'il n'en tient du pas grand compte, débat. ça créera des déceptions. Voilà. Et puis après, ce sera un problème politique. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a une donnée qu'on n'a pas, c'est comment on va prendre en compte les propositions. Où est le curseur? À partir de quel moment on considérera qu'une proposition est valable? Quand est-ce qu'on retiendra? Qu'est-ce qui fera bouger les lignes? C'est ça en fait qu'on ne sait pas. Et c'est cette incertitude qui laisse le flou et qui rend la chose un petit peu plus difficile. Gabriel Attal, cet après-midi, l'a assuré, le gouvernement sera à l'écoute et il y aura des réponses politiques. Évidemment, quand on s'inscrit dans un débat comme celui-là, qu'on fait des propositions, que ce soit sur Internet via la plateforme ou dans le cadre d'une réunion comme celle qu'on a eue, on a envie de savoir qu'il y aura une suite. Travailler, on le fait pas pour rien, réfléchir, on le fait pas pour rien, et quand on fait des propositions, on a envie qu'elles soient prises en compte. Le gouvernement, dès qu'il a lancé ce grand débat national, il a été très clair, on a tous été très clairs sur le fait que l'objectif, c'est qu'il y ait un aboutissement politique, et évidemment une réponse politique à ce qui aura été dit par les Français, ce qui nécessite encore plus qu'il y ait une vraie mobilisation dans les territoires pour aller pousser des idées. Moi, j'ai une proposition à faire. Que ce soit Gabriel Attal qui tire les leçons du grand débat, voyez, plutôt que Emmanuel Macron. Parce que Gabriel Attal, il dit on écoutera, on réfléchit pas pour rien, on fera des propositions qui sont en lien avec ce qu'il y a. C'est lui qui doit tirer les... C'est ma proposition au grand débat. Une proposition, on verra si elle est retenue ou pas. Mais c'est un problème quand même, cette grande suspicion. Bah oui, c'est pas un problème, c'est essentiel. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. C'est essentiel à la confiance que mettent les Français et que doivent mettre les Français et que nous devons mettre dans ce grand débat. D'où les gestes que vous appelez de vos voeux avant la absolument. Fin de la non, mais ça ne sert à rien, sinon. Ça ne sert à rien. Je veux dire, le problème essentiel, c'est le problème de confiance. Le problème essentiel, c'est la confiance. Évidemment, il y a les mesures, mais c'est la confiance que mettent les Français et qu'il faut qu'ils mettent, c'est d'être entendus. Et c'est qu'on tienne compte des propositions qui en sortiront. Si vous dites, mais moi j'entends le président qui dit l'ISF, voilà. Moi, il faut qu'on m'explique, par exemple, que l'assurance vie, c'est quelque chose de productif. Enfin, je veux dire, c'est exclu de l'ISF et que c'est productif. Enfin, si vous voulez, on peut aller au débat et je vais y aller. Et on va faire des propositions pour dire, bon, l'IFI qu'on a voté malheureusement pour certains contre leur gré, est-ce que c'est bien? On me dit on va l'évaluer dans 2 ans. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis députée, je peux le dire.
Je peux le dire avec le mouvement démocrate. On peut dire on n'est pas d'accord. Mais c'est pas Nous, parce que on vous pense allez que récupérer 3 milliards effectivement, les impôts, non, mais il y a des mesures qui étaient symboliques. Il y a des sujets qui sont symboliques. Il y a des sujets qui vont ressortir de ces débats. Si on dit attendez, non mais on ne change rien, effectivement, ça sera un échec. Effectivement, là, ça sera grave. Et vous le dites, Monsieur Apathy, c'est vraiment tout le sujet. Vous voyez bien qu'au gouvernement, il y a deux lignes. Il y a, et clairement, dans l'exécutif, je le sens bien, des personnes, et je m'exprime tout à fait librement, qui disent, on connaît les réponses, enfin, en gros, on sait à peu près où on veut aller, et puis vous avez des personnes, et je l'aime beaucoup, Gabriel Attal, et je connais bien, qui disent, il faut comme nous, parce qu'il était parlementaire il n'y a pas si longtemps encore, et on a vécu ensemble quelques mois. Eh bien oui, il faut en tenir compte. Mounir Majoubi, il ne dit pas autre chose. Emmanuelle Wargon, j'ai l'impression qu'elle est tout à fait dans l'écoute et qu'elle va sur le terrain tous les jours rencontrer les Gilets jaunes et les associations. Et c'est ça qui est important, parce que le problème, c'est un problème de démocratie derrière. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce débat, on l'a pas eu pendant la présidentielle finalement, ce débat de fond. Et qu'on l'a aujourd'hui, c'est l'occasion, mais c'est l'occasion quand même de changer et d'avancer sur un nouveau contrat. On ne peut pas en rester là. Et il faudra que le gouvernement en tire aussi des conclusions. En attendant, le gouvernement, on le voit pas mal sur le terrain, Camille. Oui, on a le sentiment que le message a été passé. De toute façon, il va falloir aller sur le terrain, se confronter à la réalité du terrain. Déjà, le fait que ce soit Emmanuelle Wargon et que ce soit Sébastien Lecornu qui anime ce grand débat national, ce qui n'était pas le cas au tout départ, c'est un signal pour montrer que le gouvernement doit s'impliquer. On a vu Marlène Schiappa, on en a beaucoup parlé dans cette émission de Cyril Hanouna, pour aller au contact des jeunes aussi. Édouard Philippe, surtout sur le terrain, qui était quand même discret, il faut le dire, ces derniers jours, qui laissait Emmanuel Macron aller au contact des Gilets jaunes ou des élus. Donc effectivement, tout le monde est mobilisé. Maintenant, la crainte, c'est que ça s'essouffle. Ça va durer quand même encore 1 mois et demi. Donc quelle forme ils vont pouvoir trouver au débat? À Matignon, par exemple, on nous explique que l'idée, c'est d'aller 2-3 fois par semaine et de trouver des formules différentes. Aller dans des associations, aller dans des entreprises, aller aux côtés des élus, voilà, ne pas toujours être dans le même, dans le même exercice. Ça prouve aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas seul. Au début, on avait tendance à dire qu'il était seul au front, qu'on ne voyait que lui. Il est tout seul. Non, franchement. Après, au-delà des apparences, ne vous limitez pas aux apparences. Non, ils peuvent sortir tous les jours, les ministres. Emmanuel Macron, il est tout seul. C'est lui qui doit prendre les décisions. Les gens attendent qu'Emmanuel Macron fasse des choix. Valide ou pas. Il a choisi d'être seul face au peuple. Et c'est ce qu'il a pas choisi, c'est la logique de la 5e République. La 5e République. Oui, la première fois, madame. C'est la logique. Je croyais pas. Il n'y a qu'en France où on pense que le pouvoir est personnalisé. C'est-à-dire, on pense que dans les autres pays, le pouvoir est équilibré, réparti entre 12, 15, 25 personnes et que tout est plus harmonieux. Dans tous les pays, quel que soit le système constitutionnel, le pouvoir échoue à une personne. Quand il y a un problème en Allemagne, on ne se tourne pas vers le 4e sous-ministre. On demande des comptes à Merkel. Quand il y a des problèmes, la Grande-Bretagne est dans les problèmes, on attend le discours de Theresa May. On n'attend pas le discours du sous-secrétaire d'État à la santé. Enfin, il faut quand même arrêter de déligrer. Le problème de la France, ce n'est pas un problème constitutionnel. Ah si, précisément. Le problème de la France, c'est un problème économique. Il y a des gens qui ne font pas les fins de mois. Et vous pouvez faire la 6e, la 7e, la 8e et la 9e République, vous aurez toujours le problème. Il faut quand même... Le débat constitutionnel, moi les Gilets jaunes, franchement, depuis le début, je trouve qu'ils posent des bonnes questions. Mais alors, quand on ajoute au problème du pouvoir d'achat, le problème du RIC, et puis le problème de la 6e République, et puis le problème du glyphosate, et puis le problème du nucléaire, et puis le problème... Non mais attendez, là on nage en pleine délire. D'accord, mais sur le problème de gouvernance, ça va aller très vite. Sur le problème de gouvernance, il y a quand même un problème, parce qu'Emmanuel Macron a nié l'opposition. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous avez interdiction de voter des amendements de l'opposition. C'est la première fois que ça se voit à l'Assemblée nationale. Peut-être pas votre groupe, mais le groupe En Marche. Non, interdiction de co-signature de certains amendements. Mais ça, c'est pareil. Je veux dire, c'est très grave et c'est pas la démocratie. Et par ailleurs, il y a eu aussi un comportement par rapport aux élus locaux. Alors, il essaie de se rattraper maintenant, mais par rapport aux élus locaux, ça a été un comportement très grave. Parce que les élus locaux, c'est eux qui justement prennent la température. Et comme la République En Marche n'est pas un parti qui a un maillage territorial, effectivement, ça a beaucoup manqué, et c'est là où il y a la coupure entre un président de la République, isolé parce qu'il a quand même souhaité être face au peuple, on le voyait dans sa campagne, il disait et le peuple, c'est-à-dire les Français... Il n'a pas de gouverner autrement. Nicolas Sarkozy faisait très attention. Un président de la République, par exemple. Un président de la République est toujours un premier ministre. Non mais je vous charrie juste parce que Nicolas Sarkozy... Mais chez moi non plus, on ne tape pas sur les policiers. Et chez moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont dans l'armée.
parce qu'il faisait très attention et il écoutait vraiment les Français. D'ailleurs, aujourd'hui, le nom qui est sur les pancartes, c'est Emmanuel Macron. Et nous, la France, on n'a pas connu, sous Nicolas Sarkozy, je veux bien qu'on ne le remette pas en cause, les situations de chaos qu'on connaît actuellement. Non, mais vous parliez tout à l'heure d'augmentation de la dépense publique et on a eu quand même pas loin de 500 milliards d'augmentation de la dette publique sous Nicolas Sarkozy. 1200 milliards, exact. Il y avait une crise financière, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise financière ? On va peut-être pas rentrer sur la crise financière. Mais on pourra en parler parce que je voudrais juste revenir sur plusieurs... Je veux juste revenir sur plusieurs petits points parce que j'ai pas eu la parole depuis un petit moment. Et je vous ai écouté de manière très attentive. Non, mais allez, on vous écoute. Vous dites tous autour de cette table, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, que ce débat aura du sens si les propositions qui sont portées dans ce débat arrivent ensuite, débouchent sur des lois. Or ce n'est... Je suis désolé, mais il faut juste que j'aille au bout. Or, ce n'est pas le cas. D'ores et déjà, vous dites qu'il faut faire des gestes. Bon, alors allons à la République, mais je veux vraiment... Allons à la République, comme ça vous pourrez terminer avant, et comme ça on a l'occasion d'avoir Florian Nitzer en direct, où il y avait toujours du monde à République malgré l'évacuation de tout à l'heure. Effectivement, il y a toujours un peu de monde. Vous voyez là, derrière cette ligne de gendarmes, on peut d'ailleurs s'approcher, on va essayer, s'ils nous laissent faire. Et vous voyez, c'était assez musical tout à l'heure. Là, ils viennent de terminer une Marseillaise il y a quelques instants. Il reste encore une centaine de manifestants. C'est en train de diminuer progressivement. C'est pas les policiers qui les font s'en aller, c'est juste qu'ils décident de rentrer chez eux. Mais le ton est tout à fait cordial. Il y en a beaucoup qui discutent d'ailleurs avec les forces de l'ordre. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'animosité, même quelques sourires et des manifestants aussi qui essayent de les convaincre de rejoindre la cause. On a vu plusieurs qui leur disaient d'enfiler un gilet jaune à ces gendarmes qui n'ont pas obtempéré ni suivi le conseil. Mais tout se déroule à nouveau dans le calme. Il y a eu effectivement quelques affrontements entre 19h et 20h, mais il y avait aussi beaucoup plus de monde. Donc avant que les premières grenades lacrymogènes et que les premiers projectiles soient envoyés sur les forces de l'ordre, à peu près peut-être 1000-1500 personnes. Et là, on est plus, 10 fois moins, autour de 100-150 personnes que vous voyez là. Merci beaucoup Florian avec Stéphane Hurleboulescu, on le voit pour cette première nuit jaune. Donc peu de monde encore sur la place de la République. Vous voulez vraiment terminer votre démonstration? Je voudrais juste continuer. Très rapidement, parce qu'après, on voulait vous faire réagir quand même sur les européennes. Je veux juste essayer de reprendre un peu plusieurs éléments qui ont été dits sur le plateau. Vous dites il faut que Emmanuel Macron fasse des gestes. Or, précisément, si un certain nombre de personnes, et on l'a vu, pensent que Emmanuel Macron ne va finalement pas faire les propositions qui seront issues de ce grand débat, c'est parce qu'il a déjà fait des gestes. Et les gestes, c'est de dire que revenir sur les SF, ça sera pas possible, c'est que augmenter le SMIC, ça sera pas possible, c'est que revaloriser les retraites, ce sera pas possible, et ainsi de suite. Et pareil sur le référendum d'initiative citoyenne. Ensuite, un deuxième point. Vous dites la question n'est pas constitutionnelle et il n'y a pas de problème constitutionnel avec la Ve République. Vous, de votre côté, vous n'avez pas tout à fait le même avis. Vous dites que c'est un problème que ça repose sur le président de la République. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est un problème que le pouvoir repose sur une seule personne. Parce que d'une manière générale, enfin je veux dire, même d'un point de vue purement de simple bon sens, les personnes sont faillibles. À partir du moment où vous faites reposer les choses sur une seule personne, vous prenez un risque considérable. Or, si les gens sont aujourd'hui en train de faire des revendications comme le référendum d'initiative citoyenne, c'est précisément parce qu'ils se retrouvent dans une situation de blocage qui est due au fait qu'un seul homme, Emmanuel Macron, décide de continuer la politique pour laquelle, pense-t-il, il a été élu. Mais je doute vraiment que les gens aient voté pour la suppression de l'ISF. Cela m'amuse beaucoup, monsieur, parce que s'il y a un mouvement dans son organisation de fait qui est très Ve République, c'est la France. Vous vous trompez. S'il y a un mouvement qui repose sur un seul homme, c'est la France insoumise. C'est mal connaître. S'il y a une présidentialisation partisane, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui vous avez en face de vous ce soir pour débattre avec vous? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon n'est pas le président c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Omnipotent de la France insoumise. Vous avez. Je crois que non, je crois même qu'il manque de contre-pouvoir. Vous avez une version faussée de la France insoumise. La France insoumise, son organisation, elle est. L'organisation de la France insoumise, elle est simple. Chacun peut aller sur la plateforme, créer un groupe d'action et militer. Franchement, moi je milite dans un groupe d'action dans l'Indre. On décide de tout ce qu'on veut faire. Il n'y a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. Il y a des actions qui sont proposées. Pourquoi la France insoumise n'arrive pas à tirer parti de ce mouvement des Gilets jaunes? Mais vous posez les choses d'une manière qui n'est pas, qui à mon sens, ça n'arrange pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que moi je vends pas des savons.
J'essaye de changer les choses dans notre pays. Donc, quand des gens parlent de pouvoir d'achat, quand ils parlent de répartition des richesses, quand ils parlent de rééquilibrage de l'impôt, quand les gens parlent de ces sujets, moi, je suis très content. J'ai pas besoin que les sondages qu'à l'issue de ça, ils votent France Insoumise. Mais non, parce que c'est pas l'objectif en soi. L'objectif en soi, c'est qu'à la fin, on arrive à la société que nous proposons. Toutes les choses qui sont proposées par les Gilets jaunes, nous on proposait de mettre en place une assemblée constituante, justement parce que nous on pense... Commentaire de notre dernier sondage intention de vote. Regardez, c'est selon LRB. La République En Marche serait en tête des intentions de vote pour les prochaines européennes avec, regardez, 23,5% des voix devant le Rassemblement National et Républicain. La France Insoumise qu'avec 9,5% des voix. Finalement, dans le contexte, ça va pas trop mal pour la République En Marche. Oui, pour vous dire la vérité, les sondages, on les commente en faisant semblant de comprendre ce qui se passe. Je trouve ce sondage assez étonnant, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas quoi vous dire. Mais tout le monde. Le sondage précédent, pour être honnête, le sondage précédent, le Front National, enfin, le Rassemblement National était devant, la République. Voilà. Ça semblait correspondre à ce qu'on observait sur le terrain. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est plutôt mouvement de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire contestation de l'impôt, contestation de l'État. Et je trouvais rationnel que la marque Rassemblement National en profite. Donc voilà un sondage qui montre l'inverse. Donc je suis incapable de vous l'expliquer. Bon, voilà, au moins c'est clair. Regardez, si jamais il y avait une liste Gilets jaunes lors de ces européennes, toujours selon l'Institut ELAB, qui a été réalisé, le sondage avant que des Gilets jaunes annoncent soient candidats. Regardez, 13% crédités devant les Républicains. Laurent Sayer, réaction. Je vais dire un peu comme Jean-Michel Apathy, commenter un sondage déjà 4 mois avant. Vous savez, j'ai tiré la leçon de l'élection présidentielle. Je vous rappelle qu'un an avant, M. Juppé était président de la République, 6 mois avant, M. Fillon était président de la République. Je pense que, et il y a 4 mois, il y a 3 mois, qui aurait pu penser qu'on allait avoir un tel chaos en France? J'utilise le mot de chaos, parce que pour moi, des samedis comme aujourd'hui, c'est du chaos. Donc, je crois qu'il faut quand même être raisonnable, voir comment avancent les choses. On va commencer la campagne européenne. Nous, on a un projet fort. On va se battre, évidemment. J'espère qu'on parlera d'Europe, parce que jusqu'à présent, je n'entends pas beaucoup parler d'Europe, et pourtant le sujet est essentiel, et nous sommes le seul parti qui permettra aux Français de voter contre la politique d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez et pour votre difficulté quand même. Quand même, parce que ça marche quand même pas bien pour vous, quoi. Parce que, bien sûr, les sondages, ils peuvent se tromper. Regardez les grandes masses. Regardez Europe 1, par exemple. Ils ont de mauvais chiffres d'audimat, mais pour autant, vous avez des projets de la perspective. Ah oui, de l'enthousiasme. Et bien voilà. Vous voyez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis convaincue que les choses vont s'améliorer pour nous parce que nous avons un projet fort que nous allons porter avec sincérité. Quand Marine Le Pen va devoir s'expliquer sur la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne qu'elle essaie de dissimuler, les choses vont bouger. Vous attendez le début de campagne avec impatience, en fait. Mais c'est normal, parce que vous faites un sondage, on n'a pas commencé la campagne, on ne connaît pas les candidats, et on est dans un contexte très compliqué. Donc pardon, mais commenter ça, je l'assume, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on part à 11,5 ou 12,5 quand on était... le risque, c'est de monter. Mais vous pouvez descendre aussi encore. On ne sait pas. Vous ne pouvez pas descendre. Je vous rassure, comment vous expliquez que vous n'êtes pas audible chez les Républicains? Parce que ces sujets sur la ruralité, qu'est-ce que ça veut dire d'être audible? Sur les retraites, finalement, on entend Laurent Wauquiez en parler depuis le début. Mais je ne sais pas, nous, dans nos réunions militantes qu'on fait sur le terrain, par exemple les vœux, c'est 300, 700, 1000 personnes. Parce que là, on a l'impression de découvrir que tout à coup, les politiques vont débattre avec les Français. Je rappelle juste, et vous qui êtes analyste politique depuis un certain temps, ce n'est pas de vous vieillir, mais enfin, vous avez de l'expérience. Vous savez bien que ça fait des mois et des années que les partis politiques organisent des débats déjà sur le territoire. On dirait que tout à coup, c'est une nouvelle chose. Donc, évidemment, c'est plus difficile pour nous parce qu'on a énormément déçu notre électorat pendant la présidentielle et législative, évidemment. On est reparti de rien. Je vous rappelle aussi qu'au mois de juin, au mois de juillet 2017, on pensait que le Parti des Républicains n'allait plus exister. On a réussi une élection interne, on avance, c'est difficile, mais on va se battre. Mais les Républicains, la France Insoumise passe un peu à côté de ce débat quand même, non? Moi, j'ai deux choses à dire quand même, c'est que je trouve le sondage intéressant parce que le président de la République, pour le coup, sur l'Europe, a une ligne très claire sur laquelle, avec François Bayrou, nous l'avons rejoint sans aucune hésitation et ça fait partie des objectifs communs très importants que nous avons. Moi, je constate quand même que sur le terrain, ça va être très compliqué. Moi, je suis dans les Hauts-de-Seine et je vois très régulièrement les maires et j'appartiens à une majorité et je suis dans une majorité avec un maire LR à Suresnes et il n'y a aucun problème.
Ça va être compliqué. Je les écoute, hein, les maires républicains, ils ont quand même beaucoup de mal, et pour les rencontrer, encore avoir discuté aujourd'hui, ils se retrouvent pas dans la ligne de Laurent Wauquiez, c'est très clair. Ils sont très en attente, notamment de la décision d'Alain Juppé, qui a mis des signes et a mis des signes forts de convergence depuis longtemps vers Emmanuel Macron et la politique menée et développée par Emmanuel Macron, ainsi que Jean-Pierre Raffarin, encore le week-end dernier. Encore le week-end dernier, Jean-Pierre Raffarin était très clair. Donc je sens quand même sur le terrain des interrogations. Moi, je suis pas là pour les juger, mais des interrogations dans un département comme les Hauts-de-Seine qui n'est pas négligeable. Je vais juste répondre sur un point. Nous avons validé 7 piliers à l'unanimité. Toutes les sensibilités des Républicains pour le projet européen ont validé les 7 piliers. Certains font un jeu politique, vous n'êtes pas dupe, madame, parce qu'ils ont envie, enfin vous constatez, mais je suis surprise que vous ayez le temps de vous intéresser à l'état des Républicains. Vous savez, je suis une élue locale, je les rencontre. Donc ceux qui disent ça, mais qui nous disent concrètement qu'est-ce qui les perturbe dans notre projet européen ? Parce que tout ça, ce sont des manipulations politiques que vous relayez, et on se demande à quel titre d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'attends des arguments forts. Mais sur quel point, citez-moi un exemple d'un élu qui va dire sur le projet des Républicains pour l'Europe, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle mesure. Ouais. Je n'ai pas un seul exemple. Attendons le début de campagne, comme vous l'avez justement souligné. Des Gilets jaunes, en tout cas, veulent déposer une liste à la mi-février. Ralliement d'initiatives citoyennes, c'est le nom de la liste, conduite notamment par Ingrid Levavasseur, une liste qui est loin, alors c'est moins qu'on puisse dire, loin de faire l'unanimité au sein des Gilets jaunes. Non, la liste jaune des Européennes, c'est juste au profit de Macron pour nous diviser. Donc il est hors de question qu'il y ait une liste Gilets jaunes aux Européennes pour notre part. Voilà. Maintenant, qui se présente aux Européennes s'ils en ont envie, mais pas sous l'égide des Gilets jaunes, c'est tout. Et non, les Européennes, ça ne nous apporte rien, nous. C'est un mouvement national. Les Européennes ne nous donneront rien du tout. Il faut que ça reste national. Bon, dès le début, c'était un mouvement de toute façon divisé sur une liste politique, là aussi. Je trouve que la décision d'Ingrid Levavasseur et de ses amis est intéressante parce que c'est comme une substitution de fait à l'inorganisation du mouvement. Il est anormal qu'un mouvement demeure inorganisé. Un mouvement a des mots d'ordre. Donc à un moment, je comprends la difficulté pour les Gilets jaunes de s'organiser, à la fois parce que ce ne sont pas des professionnels de la politique et parce qu'ils sont très divisés. Mais quand même, la logique d'un mouvement, c'est qu'il s'organise pour faire valoir ses mots d'ordre. Comme ça, il peut à la fois hiérarchiser ses mots d'ordre, dire dans ses mots d'ordre ce qui est important et ce qui l'est moins, parce qu'aujourd'hui tout est important, mais ça n'existe pas dans la vie, tout est important, il y a une hiérarchie, et puis en même temps, ça permet d'engager un dialogue avec des pouvoirs publics, parce qu'on ne peut pas ne pas dialoguer quand on demande quelque chose. De ce point de vue, ce mouvement, le mouvement est stupide, de ce point de vue. En demeurant inorganisé, il s'affaiblit, donc c'est stupide. Et moi, je vois la volonté de certains d'être candidats. Je suis pas sûr qu'on puisse facilement mener une campagne, enfin tout ça est très compliqué. Mais j'y vois plutôt une forme de substitution à cette incapacité de s'organiser. Voilà des Gilets jaunes qui disent, nous entrons dans le jeu républicain, nous nous présentons à des élections, donc en quelque sorte nous parlons au nom du mouvement. Alors, évidemment, ils n'ont pas la légitimité pour faire ça, et ils se font canarder par tout le monde, c'est logique. Mais si le mouvement s'était organisé, peut-être qu'une liste comme ça n'aurait pas vu le jour. Et si elle voit le jour, c'est parce que le mouvement n'est pas organisé. Et je le répète, un mouvement désorganisé est un mouvement qui joue contre son camp, bien sûr. Là, vous êtes d'accord, Antoine Léaumont ? Non, mais moi, je j'ai pas spécialement de commentaires à faire. Les gens s'engagent en politique pour porter des idées. S'ils veulent porter des idées et le faire en passant par les élections européennes, je trouve ça légitime et chacun a le droit de porter les idées qu'il veut devant les élections. Après, je constate de fait, et pour le coup, je l'ai aussi constaté aujourd'hui, que cette liste, elle provoque des dissensions chez les Gilets jaunes. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée, il y en a qui trouvent que c'est un moyen de porter les idées du mouvement, et puis il y en a d'autres qui trouvent, et le monsieur l'a dit dans votre reportage, il y en a qui trouvent que ça divise le mouvement. Et de fait, à partir du moment où vous essayez de rassembler sur une étiquette gilet jaune qui définirait l'ensemble du mouvement, vous posez un problème, parce que si les revendications qui sont choisies comme prioritaires, par exemple, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, par cette liste gilets jaunes, ne sont pas celles qui sont portées par les gilets jaunes, alors que fait un gilet jaune dans l'élection européenne? Est-ce qu'il vote pour cette liste pour lui donner de la force et lui dire allons-y, c'est cette liste, et même si je suis pas tout à fait d'accord, ou bien est-ce que il se reporte vers d'autres forces politiques qui portent ces idées? Moi, je peux pas vous dire autre chose que ça,
quelque part, moi, ça m'attriste, parce que dans les revendications des Gilets jaunes, j'en vois beaucoup qu'on a porté dans l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Vous auriez aimé davantage les convaincre. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui discutent des propositions qu'on a portées dans l'élection présidentielle et dont on s'aperçoit qu'ils ne savaient même pas qu'on faisait ces propositions-là. Donc je me dis, il y a un souci dans notre pays d'information efficace, il y a un souci de transmission de l'information. Il y a peut-être un souci puisque les informations... De combat politique, vous avez peut-être une responsabilité aussi. Hein, comment ? Non, il n'y a pas qu'un souci de transmission. Non, mais je mets là-dedans. Je mets là-dedans. Souci de votre parti, peut-être. Oui, non, je mets les deux. Nous, on a. Mettez les deux. Alors. Là, vous ne parliez que d'un. D'accord. Non, je vous dis, il y a un souci d'information, mais au sens large. Si des gens nous disent aujourd'hui qu'ils sont d'accord avec nos propositions, mais qu'ils ne savaient pas, c'est que l'information n'est pas passée. Donc le premier responsable, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, soit c'est que nous n'avons pas réussi à les faire passer, soit c'est que le système d'information dans notre pays ne permettait pas de faire passer toutes ces informations. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a très bien communiqué pendant la même... Non, mais je pense aussi qu'on a mené une excellente campagne. Et je ne parle pas uniquement de temps de parole. Je parle de la difficulté à faire passer des idées complexes comme la 6ème République précisément dans des formats restreints comme des matinales radio. Camille, je vous interromps juste un moment pour vous apporter cette nouvelle information. En fait, Jacqueline Moreau, vous savez, qui était une des figures du mouvement au départ, lance elle aussi son mouvement politique, elle vient de me le confirmer, qui s'appellera donc Les Émergents, et qu'elle lance à Orléans. Voilà, qui montre encore une fois la division des Gilets jaunes, effectivement. Mais sans... Pour autant, il n'est pas question pour le moment d'une liste aux européennes. Pour le moment, non. J'attends d'avoir un peu plus d'informations, mais effectivement, elle n'était pas sur cette liste dont on a parlé aux européennes. En politique, c'est jamais le vide qui menace, c'est toujours le trop-plein. Voilà. Là, on y est. Ils en sont l'illustration. Voilà. Alors, juste peut-être une réaction, Isabelle Florennes, on l'a entendu, l'un des Gilets jaunes l'a exprimé à notre micro, mais on l'a pas mal entendu avec le dépôt de cette liste aux européennes. C'est une liste pro-Macron. Oui, enfin bon, je comprends pas, je vois pas le sujet là-dessus. À part, je l'ai entendu, mais venant plutôt d'un certain nombre de partis. Oui, mais là en l'occurrence, ce sont les Gilets effectivement, jaunes. Sur les réseaux sociaux, des Gilets jaunes le disent aussi. Je pense que c'est très bien qu'il y ait cette expression politique. De toute façon, le mouvement des Gilets jaunes, dans sa diversité, exprime quand même des préoccupations politiques. Donc, il y a un moment, la confrontation électorale, ça fait partie d'un cheminement politique. Moi, je souhaite, et nous avons toujours souhaité au mouvement démocrate, développer le pluralisme en politique. Ça en fait partie. Les élections européennes, c'est des élections à la proportionnelle qui permettent cette expression pluraliste. Maintenant, ça pose d'autres questions sur l'expression pluraliste, qui sont notamment les conditions de financement des campagnes électorales, sur lesquelles nous avons fait des propositions et nous les referons, notamment celle de la Banque de la démocratie, c'est-à-dire de l'ouverture à tous, cette possibilité de participer pleinement et de façon, je dirais, simplifiée aux élections. Là, c'est une... nous l'avons toujours dit depuis le début du mouvement, allons-y, jouer le jeu du débat, jouer le jeu de la confrontation électorale, c'est mieux, c'est une démocratie, vous avez cette possibilité, faites-le. Maintenant, il y a Madame Levavasseur qui, évidemment, suscite des interrogations de la part d'un mouvement, comme on le dit depuis le début, hétérogène. C'est normal, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle va être attaquée, elle est pas née de la dernière pluie, et on voit bien que des attaques fusent à son encontre. Ceci dit, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est quand même l'élaboration, avec Aïk Chahinian, d'un projet politique, parce que ce qu'on entend pour le moment n'est pas encore un projet politique, on est bien d'accord. En attendant, alors on ne va pas parler de manifestation contre manifestation, bien évidemment, mais les foulards rouges manifestent demain à Paris. Déplacés. C'est déplacé ? Alors, c'est une contre... Alors, on va juste le préciser, c'est une marche républicaine, c'est un homme comme ça, en réaction à ce qui se passe du côté des Gilets jaunes. Ils ont le droit, mais bon, enfin, c'est un peu dommage, quoi, parce que je suis pas sûr que tout ça, ça serve à la démocratie. Notre intérêt à tous, c'est de sortir de cette crise. Je ne suis pas sûr que cette manifestation-là aide à la sortie de crise. Voilà, après, les gens sont libres, mais moi, je n'irai pas. Non, ça y est. Écoutez, c'est quand même inquiétant parce que pour la première fois, enfin en tout cas depuis que je m'intéresse à la politique, je vois des Français qui demain vont aller manifester contre d'autres Français. C'est ce qui montre la crise qui existe et le clivage qui existe aujourd'hui. Et il faut absolument pas tomber dans ce piège du clivage parce que la République déjà elle appartient à tout le monde, à tous les Français. Donc il n'y a pas des mouvements qui seraient républicains et d'autres qui ne le seraient pas. La République est une et indivisible et le président de la République est censé être le garant de cette justement unité.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que deux pôles vont plus ou moins s'affronter, en tout cas idéologiquement. Et c'est vraiment, moi quand j'ai vu par exemple des foulards rouges aller chez des commerçants leur disant venez manifester parce que les gilets jaunes vous empêchent de travailler, tout ça, c'est qu'il y a quand même un problème dans le fonctionnement de l'État. Normalement, c'est à l'État d'assurer la liberté de travailler, la liberté de circuler et la sécurité. Qu'on en vienne à un mouvement pour défendre les droits des Français, voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet et j'espère que, en tout cas, nous, on n'est pas du tout, enfin, on est contre cette manifestation parce qu'on n'est pas pour opposer les Français les uns contre les autres et on appelle le président de la République à la plus grande responsabilité sur ce sujet car il a tendance, parfois, et son entourage, à mettre dans deux clans les bons et les mauvais, ceux qui sont en train de revendiquer les autres, et ça, jamais il ne faut le faire. Isabelle Florin. Bon, les mouvements de la majorité ne sont pas exprimés, en tout cas pas exprimés de soutien à cette manifestation. Je pense que c'est prudent. Moi, je n'y participerai pas personnellement. J'ai vu que d'autres députés y allaient en simple citoyen. Moi, je crois que là, dans cette période actuelle, effectivement, je vous rejoins, on a un besoin d'apaisement. On a mis ce débat en place pour ce dialogue. Et je pense que vraiment, quand on est responsable politique, il faut appeler à ce dialogue et à cet apaisement. On sait très bien que les choses sont tendues depuis un certain nombre de semaines. Notre responsabilité en tant que député et élu, c'est vraiment d'appeler au calme et à la responsabilité de chacun. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI ce soir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser. Si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis si vous passez ici pour la première fois, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour recevoir des notifications. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!